Avant de raccrocher, j'ai entendu par accident la voix de ma fille. Claire, excitée, parlant à son mari. Le vieux idiot a tout signé. Nous sommes sauvés. Je suis resté figé dans la cuisine, le téléphone contre l'oreille, pendant que ma propre enfant discutait de quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle ne savait pas que j'écoutais. Elle ne savait pas que la ligne était toujours ouverte. Et cette erreur allait lui coûter absolument tout. Il y a des bruits qu'on n'oublie jamais. Le dernier souffle de sa femme. Le silence après l'annonce du cancer. Et ce soir-là, la voix de sa propre fille qui croyait qu'il avait raccroché. Je suis sincèrement heureux que vous soyez là avec moi. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. J'aime voir jusqu'où cette communauté s'étend. Une petite précision. Certains éléments de cette histoire sont dramatisés à des fins narratives et éducatives. Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux réels est purement fortuite. Mais le message qu'elle porte est profondément sincère. J'ai 68 ans et j'ai construit beaucoup de choses dans ma vie. Des maisons, des ponts, une carrière de 40 ans, une famille. Mais la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à construire, c'est un piège pour ma propre fille. Et tout a commencé par un appel téléphonique que j'aurais dû terminer. Vendredi soir, le 15 novembre, 19h30. J'ai appuyé sur l'icône FaceTime de mon iPhone, encore peu habitué à cet appareil après 40 ans de préférence pour le crayon et le papier. C'est Isabelle qui me l'avait installé à Noël dernier. « C'est simple, papa », avait-elle dit. « Tu appuies juste ici. » Son visage a rempli l'écran après 2 sonneries. 38 ans, ma fille. Elle avait les yeux bruns chauds de sa mère et mon menton obstiné. « Ah, papa, bon anniversaire anticipé à toi aussi. » Elle a ri. Son anniversaire, c'était aujourd'hui. Le mien n'était que dans 1 mois. Bon anniversaire, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Je suis occupé. Julien prépare le dîner. Je crois qu'il est en train de tout brûler. Elle a jeté un coup d'œil hors champ en souriant. Merci pour les fleurs, au fait. Maman disait toujours des roses jaunes pour les anniversaires de novembre. J'ai marqué une pause. Au fait, ces papiers que tu m'as apportés la semaine dernière. Les documents de planification successorale. Je les ai signés. Ils sont sur mon bureau si tu veux venir les chercher. Quelque chose a traversé son visage. Trop vite pour que je puisse le lire. Super. Merci, papa. Je passerai les prendre ce week-end. Pas de presse. Je voulais juste que tu le saches. Un bruit dans son fond sonore. Je dois y aller. Le dîner va être un désastre. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Elle a tendu la main vers l'écran. J'ai cru appuyer sur le bouton rouge. Mon pouce a glissé sur le verre. L'image s'est rétrécie. J'ai posé le téléphone sur la coudoir du vieux fauteuil de Marguerite et je me suis levé pour m'étirer. C'est alors que j'ai entendu sa voix à nouveau. Mais elle ne me parlait plus. Le vieux idiot a tout signé. La voix d'Isabelle traversait le haut-parleur, lumineuse d'une chose qui n'était pas de l'affection. Nous sommes tirés d'affaire. La semaine prochaine, on le place au jardin de Saône, on vend cette maison, et voilà, 1,2 million dans nos poches. Je me suis figé. Ma main a trouvé la coudoir du fauteuil, s'y accrochant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La voix d'un homme. Julien, mon gendre. T'es sûr qu'il n'a pas lu les documents? Papa ne lit rien de ce que je lui donne. Il me fait confiance. Elle a ri. Elle a vraiment ri. L'avocat est prêt. Nous déposons la demande de tutelle lundi matin. Lundi après-midi, il sera en maison de retraite et nous serons libres. Ta mère serait fière. La voix de Julien portait un sourire. On va enfin se débarrasser de ses dettes. Papa a construit cette maison il y a 30 ans. Il m'a dit 1000 fois qu'elle serait à moi un jour. Un autre rire, plus froid. On dirait que ce jour est arrivé plus tôt que prévu. Je ne me souviens pas m'être rassis, mais j'étais dans le fauteuil de Marguerite, le téléphone toujours sur la coudoir. Leur voix continuait à passer clairement. J'aurais dû les confronter immédiatement. Mais je suis ingénieur. Nous ne réagissons pas. Nous calculons. Quand l'appel a finalement pris fin, je suis resté assis dans le silence. La maison s'est tassée autour de moi. Le craquement des planchers en chêne, le tic-tac des tuyaux du radiateur, le gémissement sourd de la fondation. 40 ans de sons que j'avais appris à écouter. Chaque centimètre carré que j'avais construit moi-même. J'avais coulé la fondation, tiré chaque câble électrique, choisi chaque luminaire. Ce n'était pas juste une maison. C'était la preuve que j'avais fait quelque chose de juste, quelque chose de solide qui durerait. Marguerite et moi avions élevé Isabelle ici.
Je la revoyais encore à 7 ans, tirant sur ma manche pour me demander d'expliquer comment les ponts tenaient debout. À 12 ans, remportant le concours scientifique scolaire avec un projet sur le génie civil. À 20 ans, debout dans ce salon en robe de mariée. « Tu ressembles exactement à ta mère », lui avais-je dit. Quelque part entre ce matin-là et ce soir, quelque chose s'était brisé. J'ai regardé autour de moi. Le fauteuil de Marguerite. Notre photo de mariage sur le manteau de la cheminée. 1984. Les plans encadrés de cette maison sur le mur. Ceux que j'avais perfectionnés jusqu'à 3 heures du matin parce que je voulais que chaque angle soit juste. C'est moi qui lui ai appris à lire des plans. J'ai dit à voix haute dans la pièce vide. À Marguerite, peut-être. Et maintenant, elle dresse des plans pour m'enfermer. 72 heures. C'est ce que j'avais. Lundi matin, elle déposerait les documents. Lundi après-midi, si elle réussissait, je serais au jardin de Saône sans aucun droit légal sur ma maison, mes comptes, ma vie. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler les contacts jusqu'à un nom que j'avais depuis 40 ans. René Garnier, inspecteur à la retraite, meilleur ami depuis que nous avions travaillé ensemble sur une enquête de chantier en 1985. Mais je me suis arrêté. Mon cerveau d'ingénieur travaillait déjà, calculant, vérifiant les points porteurs de cette situation. Isabelle avait commis une erreur, une grosse. Elle avait supposé que j'étais sans défense, que je signerais tout ce qu'elle me mettrait sous le nez et que je partirais docilement où elle m'enverrait pendant qu'elle encaisserait des décennies de mon travail. Elle avait oublié quelque chose d'essentiel. J'ai passé 50 ans à résoudre des problèmes, à calculer les points de contrainte, à trouver les failles dans une structure avant qu'elle ne cède. Et quand quelque chose est sur le point de s'effondrer, je sais comment le consolider, ou comment le faire tomber de manière contrôlée. J'ai 68 ans. Mes mains ne sont plus aussi stables qu'avant. Mais mon esprit est toujours vif. Assez vif pour lire les plans de ma fille. Assez vif pour trouver chaque point faible, chaque mauvais calcul, chaque angle qu'elle a mal évalué. Je me suis dirigé vers mon bureau. J'ai pris le dossier de documents que j'avais signé sans lire. J'ai feuilleté des pages de langage juridique auxquelles j'avais fait confiance parce qu'elle était ma fille. Mandat de protection future. Directive anticipée de soins. J'aurais dû les lire, mais on est censé pouvoir faire confiance à sa fille. J'ai reposé les papiers. 72 heures avant qu'elle dépose sa demande lundi matin. 72 heures pour construire quelque chose qu'elle ne verra pas venir. Je suis ingénieur civil. Nous ne paniquons pas, nous évaluons, nous calculons, nous construisons. Et dans les 72 prochaines heures, j'allais construire un piège qui apprendrait à ma fille la leçon la plus importante que j'avais apparemment échoué à lui enseigner. Ne sous-estime jamais l'homme qui t'a appris à lire des plans, parce qu'il peut lire les tiens aussi. La première heure, je n'ai pas bougé du fauteuil de Marguerite. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, à réécouter l'enregistrement. Les iPhones sauvegardent automatiquement l'audio quand un appel ne se déconnecte pas correctement. Une question de système qui traite ça comme une messagerie vocale. Je ne l'avais jamais su avant ce soir. J'ai écouté 3 fois. À chaque fois, j'espérais entendre quelque chose de différent, mais la voix d'Isabelle était limpide. Le vieux idiot a tout signé. À la 3e écoute, j'avais cessé d'espérer. J'ai commencé à analyser à la place, à décomposer le problème comme je le faisais autrefois sur un chantier. Documents de planification successorale. C'est ainsi qu'elle les avait appelés quand elle me les avait apportés le mardi précédent. Elle était arrivée vers midi avec un dossier, et ce sourire, celui qui voulait dire autrefois qu'elle avait eu une bonne note. C'est juste des documents standards, papa. Un mandat de protection future. Une directive anticipée au cas où il arriverait quelque chose. Elle avait planifié ce quelque chose elle-même. J'ai ouvert le dossier sur mon bureau. 6 pages agrafées proprement. J'avais signé la dernière page sans lire les 5 premières. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma fille. Page 1. Mandat de protection future. Un langage juridique que j'aurais dû décrypter mais que je n'avais pas lu. Page 4. Ma signature à l'encre bleue. Indéniablement la mienne. Je reconnaissais la façon dont je fais encore le L de Leclerc. Trop allongé, une habitude de 40 ans à signer des plans. Mais les pages me dérangeaient maintenant. J'ai tenu la page un sous la lampe de mon bureau. L'espacement entre les lignes était plus serré que sur la page 4. L'entête document de planification successorale était dans une police différente du corps du texte. Elle m'avait fait signer la page 4. Puis elle avait attaché des pages différentes au-dessus. Ma signature était authentique.
Le document au-dessus ne l'était pas. J'ai reposé les papiers avec précaution, comme s'ils pouvaient exploser. Les jardins de Saône, avait dit Julien dans cet enregistrement. La maison de retraite au-delà du périphérique de Lyon. J'avais lu un article dans Le Progrès l'année dernière à son sujet. Enquête régionale pour exploitation financière de résidents. L'établissement était resté ouvert malgré tout. Ces endroits-là restent toujours ouverts. C'est là qu'elle voulait m'envoyer. Pas parce que j'avais besoin de soins, parce qu'elle avait besoin que je sois hors de son chemin. Lundi matin, avait dit Isabelle. Nous déposons la demande de tutelle. J'ai regardé le calendrier sur mon bureau. Nous étions vendredi. Ça me donnait 72 heures. La maison a craqué autour de moi. 22 heures, la température baissait dehors, la vieille charpente en bois s'ajustait. J'avais entendu ces sons pendant 3 décennies. Ce soir, ils sonnaient différemment, comme si la maison me demandait ce que j'allais faire. J'ai pensé à Marguerite, disparue il y a 5 ans ce mois de mars dernier. Le cancer l'a emporté vite, 6 mois du diagnostic à la fin. Isabelle était rentrée ces 3 derniers mois, s'était installée dans la chambre d'amis, avait aidé avec les médicaments et les visites des soins palliatifs. À l'époque, j'avais pensé qu'elle se comportait en bonne fille. Maintenant, je me demandais, avait-elle appris le système ? Avait-elle cherché à comprendre comment fonctionnait la tutelle pour savoir comment l'utiliser plus tard ? J'ai rembobiné l'enregistrement une 4e fois. 1,2 million dans nos poches. La voix d'Isabelle, lumineuse et avide. Enfin débarrassée de ses dettes. La voix de Julien soulagée. Non, il n'y avait pas d'autre explication. C'était exactement ce que ça semblait être. J'avais 3 options. Première option, les confronter demain, me présenter chez eux, faire passer l'enregistrement, exiger qu'ils s'arrêtent. Problème, ils sauraient que je savais. Ils changeraient de tactique, accéléreraient le calendrier. Je perdrais l'effet de surprise. Deuxième option, appeler la police ce soir, signaler une tentative de fraude. Problème, quelle fraude? J'avais signé les documents. Ma signature était réelle, même si les pages avaient été substituées. L'enregistrement ne tiendrait peut-être pas. Je n'avais pas encore assez de preuves. Troisième option, faire ce que j'avais passé 50 ans à faire, évaluer le problème, concevoir une solution, la construire soigneusement, étape par étape, jusqu'à ce qu'elle soit assez solide pour supporter le poids. J'ai conçu des centaines de structures dans ma carrière, des bâtiments, des ponts, des murs de soutènement. Chacun commençait de la même façon. Comprendre la charge, calculer les points de contrainte, trouver les matériaux capables de supporter la pression. Ce serait la même chose, sauf que la structure que je construisais n'était pas faite de béton et d'acier. Elle était faite de preuves, de stratégies et de temps. 72 heures avant lundi matin. 72 heures pour devenir le genre de père que je n'avais jamais imaginé devoir être. Celui qui contre-attaque. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait défiler les contacts jusqu'à un nom que je connaissais depuis plus longtemps que mon mariage. René Garnier. Inspecteur retraité de la police judiciaire de Lyon, meilleur ami depuis que nous avions travaillé ensemble sur une enquête de chantier en 85, lui était l'inspecteur, moi l'ingénieur, et nous avions prouvé ensemble que l'entrepreneur avait rogné sur les armatures. Nous étions devenus amis autour d'un mauvais café et de plans techniques. Il avait pris sa retraite il y a 8 ans, mais nous nous retrouvions encore pour déjeuner une fois par mois. Si quelqu'un pouvait m'aider à réfléchir à cette situation, c'était René. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il décroche. Bernard. Sa voix était rauque, alerte malgré l'heure tardive. Il est 22 heures. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé les papiers sur mon bureau, le téléphone avec l'enregistrement encore sauvegardé, le salon où j'étais assis à écouter ma fille planifier ma destruction. J'ai besoin que tu viennes. J'ai dit. Maintenant. Ce soir. Bernard, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fermé les yeux. Cherché des mots pour quelque chose que je ne pouvais toujours pas tout à fait croire. Ma fille essaie de me détruire. J'ai finalement dit. Pas avec une arme, avec des papiers, et j'ai 72 heures pour l'arrêter. Il y a eu une pause. Puis la voix de René est revenue, stable et certaine. Je suis là dans 20 minutes. Le camion de René s'est garé dans mon allée à 23h03. Les phares ont balayé le salon, et j'ai entendu le ronronnement familier de son vieux diesel. Le même camion qu'il conduisait depuis sa retraite. Il était à ma porte avant que je puisse l'ouvrir. Bernard. René Garnier,
avait l'air identique à toujours. 70 ans, grand et maigre, cheveux gris coupés courts, yeux qui avaient encore cette façon de policier de tout voir en même temps. « Montre-moi. » Pas de bavardage. C'était René. Je lui ai tendu mon téléphone avec l'enregistrement en attente. Il a écouté sans parler, debout au milieu de mon salon. Quand ça s'est terminé, il est resté silencieux 30 secondes. « C'est de la maltraitance sur personne âgée », a-t-il dit finalement. Organisé, prémédité. Il planifie ça depuis des mois, Bernard. Des mois. Personne ne monte une demande de tutelle sur un week-end. Il faut des consultations avec un avocat, des évaluations médicales, une documentation financière. Il m'a rendu le téléphone. « Montre-moi les papiers. » Je lui ai donné le dossier. René a sorti ses lunettes de lecture de sa veste et a étalé les documents sur ma table de cuisine. Il a examiné chaque page comme il examinait autrefois les pièces à conviction sur une scène de crime. Méthodique. Minutieux. « Ta signature est authentique, a-t-il dit en pointant la page 4. Mais regarde la page 2. Le texte est positionné différemment sur la page. Celui qui a fait ça a scanné ta page de signature, puis a imprimé les autres pages séparément et les a reliées ensemble. Même qualité de papier, mais les points d'impression laser sont différents. J'avais remarqué que la police était différente. René, lui, voyait la mécanique derrière tout ça. Peut-on le prouver en tribunal avec un expert en documents judiciaires? Oui, mais ça prend du temps qu'on n'a pas. René a reposé les papiers. Tu dis qu'il dépose lundi matin, à 9 h, c'est ce qu'a dit Isabelle. Alors d'ici lundi après-midi, si le juge signe, tu perds le contrôle de tes finances, ta propriété, tes décisions médicales, tout. René s'est assis et m'a fait signe d'en faire autant. On a 72 heures. On ne peut pas les empêcher de déposer, mais on peut construire un dossier qui les détruira au moment où ils essaieront. Comment? Nous avons besoin de 3 choses. René les a énumérées. 1. Une preuve solide de falsification. 2. Des preuves de leur mobile financier. Pourquoi maintenant? 3. Quelqu'un de l'intérieur qui peut nous dire ce qu'il prépare. J'y ai réfléchi. Julien est dans l'immobilier. Il y a peut-être des problèmes d'argent. Je creuse ça demain. Registre du commerce, fiche d'entreprise, vérification de crédit. S'il se noie, on le trouvera. René s'est penché en arrière. Mais la source de l'intérieur, c'est plus délicat. Est-ce qu'ils ont quelqu'un de proche qui nous aiderait? Lucas. La pensée est venue immédiatement. Mon petit-fils, j'ai dit. Lucas, il a 16 ans. Un gamin intelligent qui veut faire des études d'ingénieur. Il vient chez moi la plupart des week-ends pour travailler sur des projets scientifiques. Le fils d'Isabelle. Oui, j'ai hésité. C'est un bon gamin, René. Mais c'est quand même leur fils. Ce qui fait de lui soit ton meilleur atout, soit ton plus grand risque. Les yeux de René étaient fixes. À 16 ans, on est assez grand pour comprendre la loyauté. La question est, où est la sienne? J'ai pensé à Lucas. Le samedi précédent, il était resté ici 4 heures à construire un pont modèle pour son cours de physique. On avait parlé de distribution des charges, de tension, de compression. Il était resté dîner. Une pizza surgelée parce que je n'ai jamais su cuisiner correctement. Je crois qu'il m'aiderait, j'ai dit. Si je lui demandais. Tu crois, mais tu ne sais pas. René s'est levé et est allé à la fenêtre. On l'appelle, il dit tout à ses parents. Et toute cette histoire s'accélère. Il dépose demain au lieu de lundi. On perd notre fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le teste. Tu l'appelles, tu l'invites samedi après-midi. Quelque chose de normal. Aide aux devoirs, projet, ce que vous faites d'habitude. Tu lui tâtes le terrain. Tu vois s'il a remarqué quelque chose d'étrange à la maison. René s'est retourné. Tu ne lui dis pas ce qui se passe. Pas encore. Tu évalues seulement. Évalue. Un mot d'ingénieur. René savait comment me parler. Je suis allé à la fenêtre de la cuisine. J'ai regardé le jardin derrière la maison. Le jardin de Marguerite était toujours là, envahi maintenant. Mais je n'arrivais pas à me résoudre à l'arracher. Des roses, de la lavande, des tomates chaque été. Je la voyais encore là dehors, avec son grand chapeau à bord, ses cisailles à la main. Isabelle l'avait aidé à planter ses rosiers, les arrosait chaque soir cet été-là. Maintenant, je me demandais si cette fille-là, celle qui s'était agenouillée dans la terre à côté de sa mère, était encore quelque part en elle. Marguerite est morte il y a 5 ans, j'ai dit, toujours face au jardin. Cancer. Isabelle est rentrée ces 3 derniers mois, s'est installée dans la chambre d'amis, à tout gérer, médicaments, soins palliatifs.
Elle était là quand Marguerite s'est éteinte. J'étais là aux funérailles. Elle semblait tellement sincère, René, tellement aimante. J'ai cru qu'elle était une bonne fille. Ma voix s'est brisée. Elle l'était peut-être à l'époque, ou peut-être qu'elle apprenait le système. Les mandats de protection, les directives anticipées. Peut-être qu'elle s'entraînait pour ça. René n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix était plus douce. Les gens changent, Bernard. Ou peut-être qu'on finit simplement par voir ce qui était déjà là. Je me suis retourné. J'ai besoin de savoir laquelle est Isabelle. La fille qui plantait des roses avec sa mère, ou la femme qui essaie de lui voler sa maison. On va le découvrir. René a regardé sa montre. Il est presque minuit. Tu as besoin de dormir. Demain matin, je commence à fouiller les finances de Julien Moreau. Dossier d'entreprise, procédure judiciaire, vérification de crédit. Toi, tu appelles Lucas. Tu organises une rencontre pour samedi après-midi. Décontracté, normal. Et Bernard, pas un mot sur ses parents. J'ai hoché la tête. Compris. René s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Encore une chose, si Lucas n'est pas de notre côté, s'il leur dit tout, on n'a plus d'option. Ils déposeront une demande de tutelle d'urgence. On perdra. Je sais. Alors assure-toi d'avoir raison sur ce gamin. Après le départ de René, je suis resté longtemps dans le salon. La maison s'est tassée autour de moi, ses craquements et gémissements familiers. J'allais parier tout sur la loyauté d'un garçon de 16 ans, un garçon que j'aimais, mais dont les parents planifiaient ma destruction. Soit Lucas m'aiderait à survivre à ça, soit ce serait lui qui achèverait ma chute. Le samedi matin, je me suis réveillé à 6 heures, plus tôt que je ne l'avais fait depuis des mois. Je ne pouvais pas dormir en sachant que René creusait pendant que je restais là à attendre. J'ai fait du café, vérifié mon téléphone toutes les 10 minutes. Finalement, à midi, René a appelé. Bernard. Sa voix avait ce ton plat qu'il utilisait quand il avait résolu une affaire. J'ai ce qu'il nous faut. Julien Moreau se noie. À quel point? Assez pour faire quelque chose de désespéré. J'ai entendu des papiers se froisser. Julien a des dettes de cartes de crédit. 87 000 € répartis sur 5 cartes. Des prêts professionnels issus d'une SCI qui a coulé, 612 000 €. Dette totale, 699 000 €. J'ai reposé ma tasse de café avec précaution. Près de 700 000 €. Son revenu, 54 000 € par an. Agent immobilier de niveau intermédiaire. Il n'y a aucun moyen qu'il honore cette charge de dette. Il déshabille Pierre pour habiller Paul depuis au moins 2 ans. Et donc vendre ma maison, 1,2 million, ça efface sa dette et leur laisse 500 000 € pour repartir à zéro. René a marqué une pause. Ce n'est même pas le pire. Il y a pire. J'ai appelé un contact à l'OCLCIF, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. J'ai demandé qu'on passe Julien Moreau dans leur base de données. En 2019, Julien a fait l'objet d'une enquête pour fraude immobilière. Concrètement, il convainquait des propriétaires âgés de vendre en dessous du prix du marché, puis revendait les biens avec une grosse plus-value. 3 plaintes. L'enquête n'a abouti à rien, mais Bernard, le schéma est là. Ce n'est pas la première fois que Julien a pensé à exploiter quelqu'un de plus âgé. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Il a déjà fait ça. Il a essayé. Cette fois, il a épousé la cible idéale. Après avoir raccroché avec René, j'ai regardé le SMS que j'avais envoyé à Lucas 1 heure plus tôt. « Tu es libre cet après-midi » ? Je voudrais te montrer un problème de physique intéressant. Lucas avait répondu immédiatement. « Oui, j'arrive vers 13 heures. J'ai dit à maman que je passais le week-end chez Théo. 7 dernières lignes. J'ai dit à maman que je passais le week-end chez Théo. Lucas avait menti à sa mère sur l'endroit où il allait, sans même que je le lui suggère. Peut-être que c'était un comportement normal d'adolescent. Ou peut-être que Lucas avait des raisons d'éviter de dire à Isabelle où il serait vraiment. J'ai traversé la maison en attendant. Pas sans but, délibérément. Pièce par pièce, souvenir par souvenir. Les murs du salon en briques rouges posés à la main sur 3 étés dans les années 90. Isabelle avait eu 10, 11, 12 ans pendant ces étés-là. Elle m'avait passé des briques, posé des questions sur les dosages de mortier, l'escalier en chêne massif, 3 couches de vernis que j'avais appliquées à genoux. Marguerite avait choisi la couleur. Isabelle glissait sur la rampe jusqu'au jour où elle a décidé qu'elle était trop grande pour ça. La cuisine rénovée en 87, quand Marguerite était enceinte d'Isabelle. J'avais abattu le mur moi-même, installé les placards, carrelé le sol. Cette maison n'était pas seulement une propriété.
Ce n'était pas seulement un actif valant 1,2 million. C'était 30 ans de mon travail, 40 ans de mon mariage. Chaque souvenir de la femme que j'avais aimée et de la fille que j'avais élevée. Si Isabelle croyait que j'allais la laisser partir sans me battre, elle avait fondamentalement mal compris son père. À 12h40, j'ai vu une silhouette à travers la fenêtre de façade. Un garçon à vélo remontant mon allée. Lucas. J'ai ouvert la porte avant qu'il puisse sonner. « Salut, papy. » Il a souri. Ce sourire d'adolescent facile qui n'avait pas encore appris à cacher les choses. Il avait 16 ans, tout en coude et en genoux, portant un t-shirt d'un groupe que je ne reconnaissais pas et un jean avec des trous à la mode aux genoux. Il avait des lunettes comme moi à son âge. Les mêmes cheveux noirs, le même visage étroit. Le regarder, c'était me regarder 40 ans en arrière. « Salut, fiston. »« Entre. » Il a appuyé son vélo contre la rambarde du porche et m'a suivi à l'intérieur. « Alors, c'est quoi le problème de physique ?» Lucas a posé son sac à dos près de la porte, intéressé. C'était un bon élève. Il aimait les sciences comme je les avais aimées à son âge, avide de réponses, impatient des explications vagues. En fait, je voulais d'abord te parler d'autre chose. J'ai désigné le canapé. Assieds-toi une minute. Quelque chose dans ma voix avait dû changer. Le sourire de Lucas s'est estompé. Il s'est assis, soudainement sur ses gardes. 16 ans et il apprenait déjà à lire l'atmosphère. C'était le moment. Celui que René m'avait mis en garde d'aborder avec précaution. J'allais tester la loyauté de mon petit-fils, découvrir s'il m'aiderait à survivre ou s'il courrait directement retrouver ses parents pour tout leur dire. Si je me trompais sur Lucas, s'il choisissait eux plutôt que moi, tout ce plan s'effondrait. « Papy », la voix de Lucas était incertaine. « Tout va bien ?» J'ai regardé ce garçon, ce jeune homme qui portait mon visage et mon amour pour comprendre comment les choses fonctionnent, qui venait chez moi le week-end parce qu'il le voulait, pas parce que ses parents l'y obligeaient, qui avait menti à sa mère ce matin sur l'endroit où il allait. « J'ai besoin de te poser une question, » j'ai dit, « et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement, même si c'est difficile. Tu peux faire ça ?» Lucas a hoché lentement la tête. Ses yeux derrière ses lunettes étaient effrayés maintenant. Un gamin intelligent. Il savait que quelque chose n'allait pas. Tu as remarqué quelque chose d'étrange à la maison dernièrement. Tes parents qui se comportent différemment, qui parlent de choses quand ils pensent que tu n'écoutes pas. Et là, tout comme ça, le visage de Lucas a changé. Il savait quelque chose. J'ai cru que la partie difficile serait d'entendre ma fille comploter contre moi. Il s'avère que la partie difficile, c'est de me retrouver face à mon petit-fils de 16 ans, en me demandant si je suis sur le point de ruiner sa vie en lui disant la vérité. « Papy, est-ce que je peux te poser une question sur la physique ?» Lucas s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, exactement comme je m'asseyais quand je rédigeais des plans de pont à la table de cuisine. Mon professeur dit que la première loi de Newton parle juste d'inertie. Mais est-ce que ce n'est pas vraiment une question de résistance au changement? J'ai cligné des yeux. Pendant un moment, j'ai oublié les documents falsifiés, la maison de retraite, le compte à rebours de 72 heures. C'est ce qui me manquait le plus avec Marguerite. Elle disait toujours que je m'animais quand quelqu'un me demandait d'expliquer comment le monde fonctionnait. « Tu es plus intelligent que ton professeur », je lui ai dit. La première loi de Newton n'est pas seulement de la physique, c'est de la philosophie. Un objet au repos reste au repos à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Ce n'est pas seulement une question de mouvement, c'est une question de système, d'équilibre. Tu sais ce que signifie l'équilibre? Lucas a hoché la tête, les yeux brillants. L'équilibre, c'est ça? Et tu sais ce qui brise l'équilibre? Une force externe. J'ai précisé quelque chose qui vient de l'extérieur du système, comme j'ai marqué une pause en choisissant mes mots avec soin, comme quand quelqu'un essaie de te faire sortir de ta propre maison. Le visage de Lucas a changé, la lumière dans ses yeux s'est éteinte. Il a jeté un coup d'œil vers la porte d'entrée, puis vers moi. On a parlé pendant 30 minutes. Je lui ai expliqué les 3 lois. L'inertie, l'accélération, l'action et la réaction. Il a posé de bonnes questions. Il me rappelait moi-même à cet âge, avide de réponses, impatient des explications vagues. Quand nous avons fini, je lui ai versé un verre d'eau et me suis rassis. Alors j'ai dit en gardant un ton léger. « Comment ça va à l'école? Comment va ta mère ?» Lucas a bu une longue gorgée, a reposé le verre en le centrant soigneusement sur le dessous de verre. Elle me pose des questions bizarres. Quel genre de questions? Sur moi.
Il n'a pas croisé mon regard. Genre, est-ce que tu oublies souvent des choses? Est-ce que tu te répètes? Est-ce que tu es parfois confus sur le jour qu'on est? Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé mon visage neutre. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui dis non parce que c'est vrai. Tu n'oublies rien. Il a levé les yeux maintenant, frustré. Mais elle continue de demander. Et la semaine dernière, elle m'a dit que je devrais commencer à noter les choses. Genre, si tu oubliais quelque chose, je devrais le consigner. Pour ta santé, elle a dit. J'ai hoché lentement la tête. Est-ce qu'elle a expliqué pourquoi? Elle a dit que c'est normal pour les gens de ton âge, qu'on doit garder une trace juste au cas où. Les mains de Lucas se sont croisées. Mais papy, tu n'es pas malade. Tu te souviens de tout. Tu te souviens de la date exacte à laquelle tu as coulé la fondation de cette maison. Tu te souviens des professeurs de collège de maman. Tu te souviens même du nom du chien qu'on avait quand j'avais 5 ans. Cachou, j'ai dit doucement. Ouais, Cachou. La voix de Lucas s'est légèrement brisée. Alors pourquoi elle fait comme si tu perdais la tête? Je me suis levé, je suis allé vers l'étagère où je gardais mon vieux magnétophone, celui que j'utilisais pour les inspections de chantier dans les années 80. J'y avais transféré l'audio de mon téléphone, à l'ancienne, plus difficile à retracer. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Isabelle a rempli la pièce. Froide, calculée. La demande de tutelle est déposée lundi matin. Une fois que le juge verra les dossiers médicaux, c'est plié. On le transfère au jardin de Saône, on vend la maison, on efface les dettes. 48 heures, Julien. 48 heures et on est libre. J'ai observé le visage de Lucas. Il a pâli. Il a fixé le magnétophone comme si c'était une arme. C'est maman. Je sais. Elle parle de te mettre en maison de retraite, de vendre cette maison. Je sais. Lucas s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol en arrière. C'est insensé. Tu n'as pas besoin d'une maison de retraite. Tu n'as pas besoin d'un tuteur. Il s'est arrêté, hors d'haleine. C'est de la fraude. C'est du mensonge. Oui, j'ai dit. C'est ce que c'est. Il s'est retourné vers moi et j'ai vu exactement le moment où les pièces se sont assemblées dans sa tête. Les questions, le carnet. Elle voulait que je mente sur toi. Elle voulait que je fabrique des preuves en disant que tu étais confus. Les preuves fabriquées. J'ai confirmé. Si j'aboutis devant un tribunal, elle sortira ce carnet. Elle te mettra à la barre et te demandera de témoigner que je suis mentalement incompétent. Les mains de Lucas se sont serrées en poing. Je ne ferai pas ça. Je sais que tu ne le feras pas. Je me suis approché, j'ai posé une main sur son épaule. Mais j'ai besoin de plus que ça, Lucas. J'ai besoin de ton aide. Il m'a regardé méfiant maintenant. Quel genre d'aide? J'ai sorti de ma poche un vieux téléphone à clapet, le genre que personne n'utilise plus, le genre qui ne se connecte pas au forfait familial, qui n'apparaît sur aucun compte. Je l'avais acheté le matin avec du liquide. Écoute, j'ai besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles, j'ai dit. Tes parents parlent quand tu es là. Ils pensent que tu es juste un gamin, alors ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. J'ai besoin que tu enregistres ces conversations. J'ai besoin que tu me les envoies. Lucas a pris le téléphone, l'a retourné dans ses mains. Tu veux que j'espionne mes propres parents? Je veux que tu m'aides à me protéger. J'ai gardé ma voix stable, même si mon cœur battait fort. Lucas, j'ai construit cette maison de mes propres mains. J'ai élevé ta mère dans cette maison. J'ai pris soin de ta grand-mère dans cette maison jusqu'au jour où elle nous a quittés. Ce n'est pas juste une propriété, c'est ma vie, et ils essaient de me la prendre. Pas parce que je suis malade, pas parce que j'ai besoin d'aide, parce qu'ils sont endettés et qu'ils me voient comme une solution. Il est resté silencieux longtemps. Puis, et s'ils trouvent le téléphone? Cache-le. Garde-le éteint, sauf quand tu enregistres. Envoie les fichiers à cette adresse email. Je lui ai tendu un bout de papier. Efface-les juste après. Ne m'envoie pas de SMS. Ne m'appelle pas. Juste les enregistrements. Et si je me fais prendre? Tu ne te feras pas prendre. J'ai menti. Et si c'est le cas, je prendrai tout sur moi. Je dirai que je t'ai forcé. Il m'a regardé et j'ai vu de la peur dans ses yeux, mais aussi autre chose, de la détermination. Ce même pli obstiné dans la mâchoire que Marguerite avait quand elle décidait que quelque chose valait la peine d'être défendu. D'accord, a-t-il dit. Je le ferai. À 16 heures, Lucas a repris son vélo et est rentré chez lui. Je l'ai regardé disparaître dans la rue, et pour la première fois depuis 2 jours, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, et quelque chose qui ressemblait à de la honte.
Je venais de transformer mon petit-fils en espion. Je venais de demander à un garçon de 16 ans de mentir à ses parents, de rôder, de risquer sa sécurité pour moi. Marguerite aurait détesté ça. Elle disait toujours que les familles devaient se protéger les unes les autres, pas se manipuler. Mais Marguerite n'avait jamais dû se battre contre sa propre fille. À 16h15, mon téléphone a sonné. « René, j'ai trouvé ce qu'il te faut. » Sa voix était tendue. « Viens chez moi ce soir, à 19h. Et Bernard, prépare-toi à encaisser. Ce que j'ai déterré sur Julien est pire que ce qu'on croyait. » J'ai raccroché et j'ai regardé le magnétophone toujours posé sur la table basse. Troisième loi de Newton. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Isabelle avait poussé. Maintenant, je poussais en retour. Le salon de René sentait le vieux café et l'encre d'imprimante. Quand je suis entré à 19h pile, il était déjà à la table de la salle à manger, les papiers étalés comme des pièces à conviction sur une scène de crime. « Ferme la porte, Bernard, a-t-il dit. « Tu vas vouloir t'asseoir pour ça. J'ai fermé la porte, je ne me suis pas assis. Qu'est-ce que tu as trouvé ?» René a finalement croisé mon regard. En 40 ans d'amitié, je l'avais vu annoncer de mauvaises nouvelles. Ce soir, il avait l'air en colère. « Bernard, a-t-il dit lentement, Isabelle n'a pas seulement falsifié des documents financiers, elle a falsifié tes dossiers médicaux. » La pièce a basculé. J'ai cherché le dossier d'une chaise. René a fait glisser un dossier sur la table. 6 consultations, de mars à novembre, toutes à ton nom, toutes dans des cliniques différentes autour de Lyon. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. Mars, un rapport d'une clinique mémoire affirmant que j'étais confus et oublieux. Mai, neurologie, l'air désorienté, des difficultés avec le temps et l'orientation. Juillet, psychiatrie, avertissement sur le début d'une démence. Septembre et octobre, déclin cognitif s'aggravant. Novembre, il y a 2 semaines, une docteure Céline Aubert recommandait un placement immédiat en établissement médicalisé. J'ai lu les 6 pages, les mains tremblantes. Je ne suis jamais allé dans aucun de ces endroits. Je sais. René s'est penchée en avant. Elle a utilisé le mandat de protection falsifié. Elle a appelé ces cliniques en se faisant passer pour quelqu'un qui appelait en ton nom, disant que tu étais trop confus pour venir. Ils ont fait des consultations téléphoniques, ont tout documenté. Ils ont facturé à ta mutuelle. Ils ne t'ont jamais rencontré. Ils ont juste pris sa parole. Je me suis assis parce que mes jambes ne me portaient plus. Les 6 appels sont venus du téléphone portable d'Isabelle, a dit René. Mais les dossiers te désignent comme patient. Devant un juge, il verra 6 mois de déclin documentés. 6 médecins affirmant que Bernard Leclerc perd la tête. J'ai refermé le dossier. Elle a construit un faux historique médical, étape par étape. Architecture, a dit René amèrement. C'est toi qui lui as appris à planifier sur le long terme. Je me suis levé. J'ai besoin de rentrer. En arrivant dans l'allée, il était 19h45. Je suis allé directement à l'extérieur, vers la poubelle verte du tri. La collecte du lendemain dimanche n'était que lundi. J'ai soulevé le couvercle et fouillé dans les ordures. Emballage de fast-food, courrier publicitaire, puis 6 enveloppes blanches, à peine froissées. Des cartes de rappel de rendez-vous, toutes à mon nom. Clinique mémoire. 15 mars, neurologie. 8 mai, psychiatrie. 20 juillet. Chaque faux rendez-vous. Elle les avait interceptés dans la boîte aux lettres avant que je ne les voie jamais. Je les ai portés à l'intérieur et les ai étalés sur la table de cuisine. Elles étaient en bon état. Elle les avait gardées soigneusement, ne les avait jetées que cette semaine, parce que le plan était presque achevé. Je fixais les 6 cartes et je me souvenais. Il y a 6 mois, Isabelle avait commencé à appeler plus souvent, à demander comment je me sentais, à dire des choses comme « Papa, tu as l'air un peu distrait ces derniers temps. Tu es sûr que ça va ?» Je pensais qu'elle était une bonne fille. Elle construisait un récit. J'ai écarté les cartes et suis monté à l'étage. La boîte à bijoux de Marguerite était posée sur la commode. Une boîte en bois que j'avais fabriquée 30 ans auparavant, incrustée de cerisiers et d'érables. Je l'ai ouverte. Ses boucles d'oreilles en perles, le bracelet en argent, un enchevêtrement de collier et un emplacement en velours vide où se trouvait autrefois son alliance. Le souvenir a frappé fort. L'été dernier, Isabelle avait demandé à emprunter la bague. Elle avait dit qu'elle voulait la faire estimer pour l'assurance. Je la lui avais donnée sans hésiter. Elle ne me l'avait jamais rendue.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché dépôt-vente, bijoux Alliance Diamant, Lyon Croix-Rousse. 3 minutes plus tard, j'ai trouvé une annonce de bijoux de succession. Alliance solitaire diamant 1,2 carat or jaune, vendue en juillet de l'année dernière pour 2800 €. Isabelle avait vendu l'alliance de sa mère, la bague que j'avais économisée 6 mois pour acheter en 1980, celle que Marguerite avait portée chaque jour pendant 40 ans. Elle l'avait vendue il y a plus d'1 an. J'ai fermé le navigateur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien renversé. Je suis simplement resté debout dans la chambre qui sentait encore vaguement la lotion à la lavande de Marguerite. Et quelque chose en moi est devenu froid et tranchant. Ce n'était pas de la désespération. C'était un plan directeur. À 21 h, j'ai appelé René. On a besoin d'un avocat ce soir. Mais Bernard, il est 21 h un samedi soir. Tu as quelqu'un qui te doit une faveur. Appelle-le. Je paierai le double du tarif normal. René a soupiré. Laisse-moi appeler Maître Alain Vernet, spécialiste en droit des successions. Il me doit quelque chose depuis une affaire en 2018. Je lui dis de se libérer. Jusqu'à quelle heure peux-tu le recevoir ce soir? Dis-lui de venir maintenant, j'ai dit. On a moins de 40 heures avant que cette demande arrive au tribunal. Je veux un plan en place avant l'aube de lundi. La voix de René a baissé. À quoi tu penses? J'ai regardé les 6 cartes de rendez-vous sur ma table. J'ai pensé à la boîte à bijoux vide de Marguerite. J'ai pensé à la voix de ma fille dans cet enregistrement. 48 heures et on est libre. Je pense que si Isabelle veut jouer à l'architecte, je vais lui montrer ce qui arrive quand on construit sur des fondations pourries. René a été silencieux, puis je l'appelle maintenant. Sois prêt dès la première heure demain. L'homme sur mon porche avait environ 60 ans, les cheveux gris portant un gilet et une cravate malgré l'heure tardive un samedi soir. Il tenait une serviette en cuir qui semblait plus vieille que mon camion. « Maître Vernet », a-t-il dit en tendant la main. « Alain Vernet. René m'a appelé il y a 2 heures et m'a dit qu'il me devait une faveur. » Il avait raison. Je lui ai serré la main et l'ai fait entrer. René est arrivé 30 secondes plus tard, et nous nous sommes assis tous les 3 à la table de cuisine. Maître Vernet n'a pas perdu de temps. Il a ouvert sa serviette, sorti un bloc-notes jaune et m'a regardé droit dans les yeux. « René m'a envoyé vos documents cet après-midi, a-t-il dit. Ce que fait votre fille, c'est de la maltraitance sur personne âgée, au sens plein du terme. Falsification de documents financiers, fabrication de dossiers médicaux, fraude systématique. Le problème est le suivant. Si elle dépose cette demande de tutelle lundi matin, elle aura le contrôle légal de tout ce que vous possédez avant que vous puissiez vous défendre, y compris cette maison. Alors qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Maître Vernet a tapé son stylo sur le bloc-notes. On retire la maison de l'équation, au sens littéral. Il a retourné le bloc vers moi pour que je voie son schéma. Il avait dessiné un encadré intitulé « Donation avec réserve d'usufruit » avec des flèches pointant vers mon nom, le nom de Lucas et l'adresse de la maison. Voici comment ça fonctionne. Maître Vernet a expliqué. Vous cédez la nue propriété de cette maison à Lucas par acte notarié. Vous conservez l'usufruit, le droit d'y vivre votre vie entière. Rien ne change au quotidien. Mais sur le papier, la valeur en capital de ce bien appartient à votre petit-fils. Isabelle ne peut pas y toucher. Elle ne peut pas la vendre. Elle ne peut pas l'utiliser pour rembourser ses dettes. Même si un juge lui accorde une mesure de protection sur vos biens, cet actif lui échappe complètement. J'ai fixé le schéma. Et elle ne peut pas le contester? Elle peut essayer, a dit Maître Vernet. Mais une donation régulièrement enregistrée est difficilement attaquable. La limite, c'est que c'est irréversible. Une fois signé, même vous ne pouvez pas l'annuler. C'est le revers de la médaille. Ça vous protège d'elle. Mais ça signifie aussi que si quelque chose tourne mal, vous ne pouvez pas reprendre la main. René s'est penché en avant. Bernard, tu comprends ce qu'il dit? Tu paries tout sur Lucas. J'ai regardé le schéma à nouveau. Le nom de Lucas dans la case nue propriétaire. Un gamin de 16 ans qui pourrait, en théorie, décider que ses parents avaient raison, qui pourrait se retourner contre moi, qui pourrait choisir sa mère et me laisser avec rien. Mais je revoyais son visage quand il avait entendu l'enregistrement. La façon dont ses mains tremblaient quand il avait accepté de surveiller ses propres parents. Lucas ne me trahira pas, j'ai dit. Ce gamin m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Vous en êtes certain? A demandé René. J'ai passé 40 ans à parier sur le béton et l'acier, j'ai dit. Ce soir,
Je parie sur mon petit-fils. Maître Vernet a hoché lentement la tête. Très bien. Alors faisons ça. Il a sorti un ordinateur portable et une imprimante portable de sa serviette. Je vais rédiger l'acte de donation maintenant. Je le déposerai électroniquement auprès du service de publicité foncière cette nuit même. Le système fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ici dimanche matin, cette donation sera enregistrée et opposable. « Combien ça va me coûter ?» ai-je demandé. Maître Vernet a eu un mince sourire. « Plus que mon tarif habituel, monsieur le clerc. Mais René a fait valoir une faveur que je lui devais depuis 2018. Alors considérons ça réglé. Appelez ça un service rendu à la justice. » Pendant l'heure et quart suivante, Maître Vernet a tapé sur son ordinateur pendant que René et moi buvions du café. L'imprimante portable a craché les pages une à une. Maître Vernet expliquait chaque section. Donateur, usufruitier, nu propriétaire, description du bien, clause de réserve. Un langage juridique dense, mais le cœur était simple. Je cédais la propriété pour protéger ce que j'avais construit. À 23 heures, Maître Vernet a fait glisser le document final sur la table. « Signé ici, ici et ici », a-t-il dit, en pointant 3 lignes surlignées. J'ai pris le stylo. Ma main était plus stable que je ne l'aurais cru. Donation avec réserve d'usufruit, signée le 16 novembre. J'ai signé mon nom 3 fois. Maître Vernet a été témoin, puis a refermé le dossier. Je dépose ça immédiatement. Il a tapé quelques touches sur son ordinateur. Voilà. Le service de publicité foncière traitera ça cette nuit. D'ici 8 heures demain matin, cette maison appartient légalement à votre petit-fils en nue propriété. Et quand Isabelle déposera sa demande, Maître Vernet a rangé son ordinateur. Elle découvrira que la maison ne figure plus dans votre patrimoine saisissable. Elle sera furieuse. Elle essaiera de contester. Mais il n'y a rien qu'elle puisse faire. La donation est solide. René a hoché la tête. Quand elle s'emportera, elle fera des erreurs. Maître Vernet a ramassé sa serviette et m'a serré la main. Monsieur le clerc, j'ai vu beaucoup de situations familiales difficiles dans ma carrière. Celle-ci est parmi les pires. Mais vous avez maintenant une base solide. Ne la laissez pas l'ébranler. Après leur départ, je suis allé à la fenêtre du fond et j'ai regardé le jardin. La vieille balançoire était encore là. Celle que j'avais construite pour Isabelle quand elle avait 5 ans. Le bois était patiné maintenant, les chênes rouillés, mais elle tenait toujours. Je l'avais poussée sur cette balançoire des milliers de fois. À chaque fois, elle riait et criait « Plus haut, papa, pousse-moi plus haut !» Maintenant, c'est elle qui essayait de me pousser, pas vers le haut, vers le bas. Je me suis détourné de la fenêtre et je suis monté à l'étage. Il était 23h30. Je fonctionnais à l'adrénaline, au café et à quelque chose de plus sombre, une trahison aiguisée comme une lame. Mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. À 23h30, mon téléphone a vibré. Un SMS de Lucas. Papy, maman et Julien viennent de parler dans la cuisine. Maman a dit « Docteur Robert, vous venez bien à 14h demain. On a besoin d'un certificat attestant qu'il n'est pas capable. 5 000 € comme convenu. » J'ai enregistré. Je lui ai répondu immédiatement « Oui, enregistre tout. » J'ai reposé le téléphone et me suis assis sur le bord du lit. Demain matin, un médecin venait ici. Une évaluation en personne pour appuyer ces 6 faux rendez-vous téléphoniques. Isabelle bouclait les derniers détails. Moi aussi. René est arrivé à 10h le dimanche matin. Il avait l'air de quelqu'un qui sortait d'une benne à ordures. Sa chemise était froissée, ses cheveux non peignés, et il portait un jean avec une tache de café sur un genou. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» ai-je demandé. « Pas tout ça, » a-t-il dit en se désignant de la tête aux pieds. « C'est ce à quoi tu vas ressembler dans à peu près 4 heures. Confus, désorganisé, un homme incapable de prendre soin de lui-même. Il est entré dans le salon et a posé un sac en toile sur le canapé. « Bernard, tu dois comprendre quelque chose. Ce médecin arrive cet après-midi pour certifier ton incompétence. Isabelle la paie pour ça. Alors tu vas lui donner exactement ce qu'elle attend, mais on va enregistrer chaque mot. » Je me suis assis lentement. « Tu veux que je joue la comédie? Je veux que tu survives. » René a sorti une chemise froissée à boutons du sac. « Mets ça, boutonne-la de travers. Fais comme si tu t'étais habillé dans le noir. » Pendant les 2 heures suivantes, René m'a coaché comme un metteur en scène préparant un acteur pour la première. Costume, vieille chemise mal boutonnée, pantalon large qui tombait sur les chevilles. René a rentré la chemise de travers pour qu'un côté pende plus bas que l'autre. Langage corporel. Mouvement lent, légère traîne des pieds.
Regard qui dérivait dans la pièce comme si je cherchais quelque chose que je n'arrivais pas à retrouver. Élocution. Hésiter avant de répondre. Répéter les questions. Quel jour sommes-nous? Au moins 3 fois dans la conversation. Accessoire. Laisser une tasse de café à moitié pleine sur le comptoir. Oublier de fermer la porte du réfrigérateur. Égarer mes lunettes alors qu'elles étaient sur ma tête. On répète, a dit René en s'asseyant en face de moi. Je suis le médecin, tu es Bernard Leclercq, vieil homme confus. Il s'est éclairci la gorge et a pris un ton formel. Monsieur Leclercq, pouvez-vous me dire quel jour on est aujourd'hui? J'ai marqué une pause, laissé mon regard dériver vers la fenêtre, puis revenir vers lui. Aujourd'hui c'est samedi, non? Ou dimanche? Je ne suis plus très sûr. Bon début, a dit René, mais plus lentement. Tu n'es pas ivre, tu es confus. Il y a une différence. Les gens ivres bredouillent. Les gens confus cherchent leurs mots. On a répété encore 1 heure. René me bombardait de questions. Quelle est votre adresse? Qui est le président? Qu'avez-vous mangé au petit déjeuner? Et je trébuchais dans les réponses, mélangeais les détails, lui demandais de répéter. C'était humiliant. Je suis un homme qui a construit des ponts, qui calculait les charges en tête, qui n'a jamais oublié un plan. Et là, je faisais semblant d'être trop perdu pour me souvenir de ma propre adresse. À 11h30, mon téléphone a vibré. Un SMS de Lucas. « Papy, je viens d'entendre maman au téléphone. Elle a dit « Docteur Aubert, vous venez bien à 14h. On a besoin d'un certificat pour dire qu'il n'est pas capable. 5 000 € comme on avait dit. » J'ai enregistré. J'ai montré le SMS à René. « 5 000 €, a-t-il dit doucement. C'est pas des honoraires de consultation. C'est un pot de vin. Et maintenant, on a la preuve. On a la preuve qu'elle paie un médecin, j'ai corrigé. Mais on a besoin de la preuve de ce que le médecin dit quand elle arrive. C'est là qu'ils entrent en jeu. Il a ouvert son sac et sorti 3 petits appareils. Le premier était une horloge murale ordinaire, le genre qu'on trouve dans n'importe quelle cuisine, sauf que René a dévissé le dos pour me montrer une minuscule lentille de caméra intégrée dans le cadran. « Ça va sur le mur derrière l'endroit où tu seras assis », a-t-il dit. Ça capte tout en grand angle. Le deuxième appareil était un cadre photo avec une autre caméra cachée. Celui-là va sur l'étagère, orienté vers le canapé où le médecin sera assis. Le troisième était un microphone sans fil, pas plus grand qu'un bouton. Tiens, ça va dans la poche de ta chemise, fixé à la couture intérieure. Ça capte chaque mot prononcé dans un rayon de 5 mètres. René a passé les 20 minutes suivantes à installer les caméras et tester le micro. Il m'a montré le flux sur son téléphone. 2 angles vidéo clairs, audio cristallin. Tout ce qu'Isabelle et le médecin diraient serait enregistré. Une seule règle, a dit René. Reste calme. Ne sors pas de ton personnage. Même si elles disent de quelque chose qui te donne envie d'exploser, tu restes le vieil homme confus. On a besoin qu'elle se pende elle-même. À 13h, je suis monté m'habiller. Chemise froissée, mal boutonnée, pantalon large. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. J'ai 68 ans. J'ai construit des centaines de structures qui tiennent encore debout dans 3 régions de France. J'ai formé des étudiants en génie civil, encadré de jeunes entrepreneurs, passé 40 ans à mériter le respect dans mon domaine. Et maintenant, je suis debout dans ma propre salle de bain, habillé comme un homme incapable de savoir quels boutons correspondent à quelle boutonnière, en train de me préparer à jouer l'incompétent pour que ma propre fille ne puisse pas me détruire. Est-ce que c'est comme ça que se termine une carrière? Je me suis regardé encore un long moment, puis j'ai repensé à la voix d'Isabelle dans cet enregistrement. Froide, calculée. 48 heures, et on est libre. Non, ce n'est pas comme ça que se termine ma carrière. C'est comme ça que je me bats quand tout le reste a échoué. Je suis redescendu. René faisait une dernière vérification des caméras. « Prêt ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. À 13h45, une Mercedes noire s'est garée devant la maison. Une grande femme est sortie côté conducteur, blonde, la cinquantaine bien tassée, portant une sacoche médicale. Elle portait un blazer et un pantalon, la tenue qui dit professionnelle mais pas trop formelle. La portière passager s'est ouverte. Isabelle. Elle et le médecin ont échangé quelques mots sur le trottoir, puis ont commencé à marcher vers ma porte d'entrée. René s'est glissé dans la cuisine, hors de vue. Les caméras enregistraient. Le micro était actif. Je me suis assis dans le fauteuil du salon, j'ai ajusté ma chemise de travers et j'ai pris une grande inspiration.
La sonnette a retenti. Le spectacle commençait. Je me suis levé lentement. J'ai traîné les pieds jusqu'à la porte et j'ai ouvert. La docteure Céline Aubert était plus petite que je ne l'imaginais. Peut-être 1,65 m, avec des cheveux blonds teints tirés en chignon serré. Elle portait un blazer marine sur un chemisier blanc, tenant une sacoche médicale en cuir qui semblait coûteuse. Son sourire était professionnel, rodé. Derrière elle, Isabelle se tenait sur la marche du porche, les mains croisées, le visage arborant une expression de préoccupation. « Papa » a-t-elle dit doucement en faisant un pas en avant. « Voici le docteur Aubert. Tu te souviens, je t'avais parlé d'elle la semaine dernière. J'avais pris rendez-vous pour un bilan de santé. J'ai laissé mon regard passer de l'une à l'autre, puis revenir sur Isabelle, comme si j'essayais de replacer le souvenir. Un médecin. « Oh, je n'avais pas... Tu m'en avais parlé ?»« Ça va, monsieur le clerc, » a dit le docteur Aubert, sa voix lisse et rassurante. « Je peux entrer ?» Je me suis écarté, j'ai traîné les pieds vers le salon. Elles m'ont suivi. Isabelle a fermé la porte derrière elle. Le docteur Aubert s'est installé sur le canapé, a posé sa sacoche à côté d'elle et a sorti un bloc-notes. Isabelle est restée debout près du couloir, les bras croisés, à observer. « Monsieur le clerc, » a commencé le docteur Aubert, « pouvez-vous me dire quel jour on est aujourd'hui ?» J'ai marqué une pause, laissé mon regard dériver vers la fenêtre, comme si je cherchais la réponse dehors. « Aujourd'hui, c'est samedi, non ? Ou dimanche ?» Elle a noté quelque chose sur son bloc. « Et vous souvenez-vous de mon nom ?» Je l'ai regardé, plissé légèrement les yeux. « Votre nom, c'est docteur ? Je suis désolé, j'ai oublié. Encore des notes. Pouvez-vous me donner votre adresse, monsieur le clerc ?» J'ai hésité, puis j'ai récité le nom de la rue correctement, mais avec un mauvais numéro, décalé de 20. Elle n'a pas rectifié. Elle a juste noté. « Qui est le président de la République, monsieur le clerc ?» J'ai froncé les sourcils comme si je fouillais au fond de ma mémoire. « Oh, c'est Hollande, non ?» Isabelle a légèrement déplacé son poids près du couloir. J'ai vu son regard croiser celui du docteur Aubert, un signal muet entre elles. « Et comment vous en sortez-vous au quotidien ?» a demandé le docteur Aubert. « Les repas, l'hygiène, ce genre de choses ?» J'ai haussé les épaules, laissé ma voix se perdre. Parfois, j'oublie de manger le matin, ou je ne sais plus si j'ai déjà mangé. Le docteur Aubert a hoché la tête avec une sympathie calculée et a pris d'autres notes. Isabelle s'est avancée maintenant, sa voix chargée d'une fausse inquiétude. « Docteur, il empire chaque semaine. La semaine dernière, il a laissé les plaques électriques allumées toute la nuit. Je suis passé le lendemain matin et toute la cuisine sentait le brûler. J'ai terriblement peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai gardé mon visage vide, mais en moi j'ai catalogué le mensonge. Je n'ai pas de plaques électriques depuis 1987. J'ai une cuisinière à induction que j'avais installée moi-même. » Le docteur Aubert a levé les yeux sur Isabelle, puis sur moi. « Monsieur le clerc, vous souvenez-vous d'avoir laissé les plaques allumées ?» J'ai secoué lentement la tête. Je ne crois pas. Mais peut-être que je ne m'en souviens pas. « C'est ça qui fait peur, » a dit Isabelle, la voix légèrement brisée. Il ne se souvient même pas. Le docteur Aubert a refermé son bloc-notes et s'est levé. « Monsieur le clerc, je vais sortir un moment avec votre fille. Vous serez bien ici ?» J'ai hoché la tête, me suis enfoncé dans le fauteuil comme un vieil homme content d'attendre. Elles sont sorties sur le porche. La porte ne s'est pas complètement fermée. Un interstice de 5 cm. Je ne pouvais pas les voir, mais je savais que les caméras enregistraient toujours. Et le microphone sans fil que René avait fixé près du chambranle était assez proche pour capter les voix. Je suis resté parfaitement immobile et j'ai écouté. La voix d'Isabelle, plus basse maintenant mais toujours audible. « Docteur, pouvez-vous rédiger un certificat attestant qu'il a besoin d'un placement en établissement médicalisé ? Quelque chose que je puisse joindre à la demande de tutelle. » La réponse du docteur Aubert était prudente. Il me faudrait une évaluation plus approfondie. Ces choses prennent du temps. Nous avions convenu de 5 000 €. Le ton d'Isabelle s'est durci. Voilà 2 500 en avance. Une pause. J'ai entendu le léger froissement d'une enveloppe qu'on ouvre. Puis la voix du docteur Aubert, plus basse, plus fluide. « Ah, dans ce cas, je peux tout à fait accélérer les formalités. J'aurai le rapport rédigé cet après-midi. »« Merci, » a dit Isabelle. « Je savais que je pouvais compter sur vous. » Des pas. La porte s'est ouverte en grand. Le docteur Aubert est entré, son sourire professionnel fermement en place. « Monsieur le clerc, » elle a dit, « sur la base de ce que j'ai observé aujourd'hui,
Je recommande un placement en établissement médicalisé. Vous avez besoin d'une prise en charge 24 heures sur 24. C'est pour votre sécurité. » J'ai laissé mon visage se plisser légèrement, comme si j'essayais de saisir les mots sans y parvenir. Médicalisé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un endroit où des gens peuvent vous aider, papa, a dit Isabelle en s'approchant de moi, posant une main sur mon épaule. Un endroit sûr. Le docteur Aubert a rangé son bloc-notes et a tendu la main. Prenez soin de vous, monsieur Leclerc. Je lui ai serré la main mollement. Elle est partie. Isabelle est restée. Elle s'est accroupie devant mon fauteuil, a pris mes 2 mains dans les siennes. Ses yeux étaient humides, de vraies larmes ou une très bonne imitation. « Papa, a-t-elle murmuré, je m'inquiète tellement pour toi. Tu le sais, hein, que je t'aime ?» J'ai regardé ma fille, laissé ma voix chevrotter. « Tu es une bonne fille. » Elle a serré mes mains, s'est levée et est allée vers la porte. « Je t'appelle ce soir. » « D'accord. » La porte s'est fermée. J'ai entendu sa voiture démarrer, le moteur qui s'éloignait dans la rue. Je suis resté assis encore 30 secondes, par précaution. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé ses feux arrière disparaître au coin de la rue. René est sorti de la chambre du fond. « Elle est partie », j'ai dit. René a sorti son téléphone, a tapoté l'écran et l'a tourné vers moi. Le flux vidéo était d'une clarté absolue. Isabelle sur le porche, l'enveloppe passant entre elles, la voix du docteur Aubert froide et transactionnelle. Bon, je peux tout à fait accélérer les formalités. René a rembobiné, l'a repassé. L'audio était parfait. Chaque mot. « Bernard », a-t-il dit doucement. « On les tient. Corruption, fraude médicale, complicité criminelle. C'est poursuivable. » J'ai retiré la chemise froissée, l'ai jetée sur le canapé et j'ai récupéré une chemise propre dans l'armoire. Le costume était terminé. J'en avais fini de faire semblant. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre lundi matin, j'ai dit. René a hoché la tête. « Tu devrais essayer de dormir. » « Je le ferai. » Mais je n'ai pas dormi. À 20 heures, mon téléphone a vibré. Un autre SMS de Lucas. « Papy, maman et Julien viennent d'ouvrir du champagne. » Maman a dit « On dépose à 9 heures demain matin. D'ici midi, la maison est à nous. » Julien a dit « Enfin libre des dettes. » Il rit très fort. J'ai enregistré. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai reposé le téléphone sur la table de cuisine. René m'a regardé de l'autre côté de la pièce. « Tu vas réussir à dormir cette nuit ?» J'ai secoué la tête. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi ça? Je regardais par la fenêtre la rue sombre, la lumière du porche projetant de longues ombres sur le jardin. Parce que demain, j'ai dit, ma fille va apprendre la dernière leçon que je lui enseignerai jamais. Ne sous-estime pas un homme qui protège ce qu'il aime. René n'a rien dit. Il a juste hoché la tête, ramassé sa tasse de café et l'a vidée. Dehors, la nuit était silencieuse. Dedans, j'étais prêt pour la guerre. René est arrivé à 6 heures du matin avec un sac en toile plein de documents et une grande feuille de papier cartonné coincée sous le bras. « On organise tout ça », a-t-il dit en étalant tout sur ma table de salle à manger. Il a disposé les preuves en rangées comme un ingénieur préparant les matériaux pour une inspection finale. 6 cartes de rappel de rendez-vous alignées chronologiquement. Mars, mai, juillet, septembre, octobre, novembre. 8 mois de plan directeur. À côté, les dossiers médicaux des consultations téléphoniques. Puis les relevés financiers de Julien, l'enregistrement original, la vidéo du docteur Aubert acceptant le pot de vin, les impressions des 18 SMS de Lucas et les actes de donation montrant que la maison appartenait désormais à Lucas. René a déplié le carton et a commencé à dessiner une frise chronologique au marqueur noir. Mars 2024, Isabelle commence à créer de faux dossiers médicaux. Juillet 2024, l'alliance de Marguerite vendue pour 2 800 €. Septembre 2024, Isabelle demande à Lucas de consigner les moments de confusion de Bernard. Novembre, la semaine dernière, Bernard signe le mandat de protection falsifié. Dimanche, docteur Aubert soutenu par 2 500 €. Lundi, demain, dépôt de la demande de tutelle. Il a tapé sur la dernière entrée. C'est la feuille de route. Chaque étape planifiée, chaque mouvement calculé. Ma fille n'avait pas décidé un beau matin de me détruire. Elle avait construit ça pièce par pièce, exactement comme je lui avais appris à aborder n'importe quel projet de longue haleine. À 7h30, René a installé son ordinateur portable et a appelé Maître Vernet en visioconférence.
Le visage de maître Vernet a rempli l'écran. Son bureau était visible derrière lui. Des étagères de livres de droit, des diplômes encadrés. « Messieurs, a-t-il dit, j'ai tout examiné. Voici ce à quoi nous faisons face en termes d'infraction. Maltraitance sur personnes âgées, fraude financière, faux et usage de faux, usurpation d'identité médicale, corruption d'un professionnel de santé, complicité et association de malfaiteurs. » Il a marqué une pause, a ajusté ses lunettes. Si Isabelle est condamnée, elle risque entre 8 et 12 ans de prison. Julien, en tant que complice et co-conspirateur, 5 à 8 ans. Le docteur Aubert perdra sa licence médicale et écopera d'au moins 3 ans ferme. Les chiffres ont flotté dans l'air. René s'est enfoncé dans sa chaise. « Et les preuves sont solides. Béton armé, a dit maître Vernet. Entre les enregistrements, la piste financière et la vidéo du pot de vin, c'est poursuivable sur chaque chef d'accusation. » Il m'a regardé droit dans les yeux, à travers l'écran. « Monsieur le clerc, vous avez constitué un dossier qui ferait pleurer de joie n'importe quel procureur. » J'ai hoché la tête, mais je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais juste épuisé. Maître Vernet a mis fin à l'appel. René a fermé l'ordinateur et m'a regardé. « Bernard, a-t-il dit doucement, tu peux encore sortir de là. Porte tout ça à la police maintenant. Laisse-les arrêter Isabelle et Julien demain matin. Tu n'as pas à être là. Tu n'as pas à lui faire face. » J'ai secoué la tête. J'ai besoin de la regarder dans les yeux. J'ai besoin qu'elle voie que je ne suis pas le vieil homme confus qu'elle peut manipuler. J'ai besoin qu'elle sache que j'ai résisté. René m'a étudié un moment, puis a hoché la tête. Très bien. Alors assurons-nous de faire ça correctement. Il a pris son téléphone et a composé un numéro, l'a mis sur haut-parleur. Une voix de femme a répondu. René Garnier. Ça fait un moment. Bonjour Sophie. La voix de René avait pris ce ton professionnel qu'il gardait pour les choses importantes. J'ai besoin d'un service. Commandante Sophie Marchand, brigade de protection des familles de Lyon. René avait travaillé avec elle 15 ans plus tôt sur une affaire de fraude par entrepreneur. Elle était précise, méthodique, et ne plaisantait pas. René lui a expliqué la situation, lui a donné les grandes lignes, les preuves, le plan pour le lendemain. Sophie a été silencieuse. Puis, elle a dit lentement, « Vous êtes sûr de votre coup? Si on intervient trop tôt ou si les preuves ne sont pas aussi solides que vous le pensez, ils s'en sortiront. » « Je suis sûr, » a dit René. « Demain matin, 9h30, venez à cette adresse. On aura tout le monde dans la même pièce. Isabelle, Julien, les preuves et monsieur le clerc. Vous n'aurez plus qu'à conclure. » Un long silence. Puis, « J'y serai. » Et René, « Intérêt que ce soit aussi bon que tu le dis. » Elle a raccroché. À 20h, mon téléphone a vibré. Le SMS de Lucas. Papy, maman et Julien viennent d'ouvrir du champagne. Maman a dit, on dépose à 9h demain matin. D'ici midi, la maison est à nous. Julien a dit, enfin libre des dettes. Il rit très fort. J'ai enregistré. J'ai montré le message à René. Il l'a lu, a reposé le téléphone et a secoué la tête. Il croit avoir déjà gagné. Laissons-les croire ça, j'ai répondu. Après le départ de René, je me suis assis seul à la table de la salle à manger, entouré des preuves, de la frise chronologique, des documents falsifiés, tout ce qu'Isabelle avait bâti pour m'enterrer vivant, retourné contre elle, devenu les fondations de sa propre chute. Je suis monté à l'étage et j'ai sorti le vieil album photo du placard, celui que Marguerite feuilletait les dimanches après-midi. Isabelle a 6 ans, une dent de lait manquante, riant de quelque chose que j'avais dit pendant qu'on construisait un nichoir dans le garage. Isabelle a 12 ans, tenant un ruban bleu du concours scientifique scolaire. Premier prix. J'étais tellement fier que j'avais fait encadrer la coupure de journal. Isabelle a 20 ans, le jour de son mariage. Je la conduisais vers l'hôtel. Sa main glissait dans le creux de mon bras. Elle souriait. Je souriais. Marguerite pleurait au premier rang. J'ai refermé l'album. Quelque part entre cette petite fille au sourire édenté et la femme qui avait essayé de m'enterrer vivant, quelque chose s'était brisé. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, mais demain, je lui donnerai une dernière chance de s'expliquer avant que les portes de la prison se referment derrière elle. Je suis redescendu. La maison était propre, ordonnée. René avait démonté les caméras dans l'après-midi. Elles avaient fait leur travail. J'avais préparé un costume pour le lendemain. La première fois que j'en porterais un depuis 6 mois, je voulais avoir l'air d'être moi-même. Pas un vieil homme confus.
pas une victime. Juste Bernard Leclerc, ingénieur, père, combattant. À 22 heures, je me suis allongé sur le lit, le même lit que Marguerite et moi avions partagé pendant 35 ans. La chambre sentait encore vaguement sa lotion à la lavande. Même après tout ce temps, j'ai murmuré dans le noir. « Marguerite, si tu regardes tout ça, qu'est-ce que tu dirais ?» Je pouvais presque entendre sa voix, douce, posée. « Fais ce qui est juste, Bernard. Protège Lucas et fais savoir à Isabelle que l'amour ne signifie pas la faiblesse. » J'ai hoché la tête dans la chambre vide. Demain, tout se termine. Je me suis réveillé à 6 heures du matin après 3 heures de sommeil qui ressemblait plus à une chute qu'à un repos. J'ai préparé du café, filtre, le même que je bois depuis 1975, et je me suis posté à la fenêtre de la cuisine pour regarder le soleil se lever sur Lyon. Le brouillard de novembre roulait dans les rues en vagues grises douces, le genre de matin qui donne à la ville des airs d'aquarelle. Beau et froid. Il y a 30 ans, je me tenais à cette même fenêtre et je regardais une équipe couler la fondation de cette maison. Marguerite était enceinte d'Isabelle. Je me souviens avoir pensé, c'est pour ça que je construis. Une famille, un avenir, quelque chose de solide. J'ai bu une gorgée de café. À 7h15, mon téléphone a vibré. Un SMS de Lucas. Papy-maman m'a dit de rester à la maison aujourd'hui. Elle a dit qu'on aurait bientôt de bonnes nouvelles. Je lui ai dit que je voulais d'abord passer te voir. Elle a dit d'accord, que mon ami Théo pouvait me récupérer chez toi pour aller au lycée après. J'arrive à vélo maintenant. Tu es prêt? Je lui ai répondu. Je suis prêt. 3 points de suspension puis... Oui. Je t'aime, papy. J'ai fixé l'écran. Lucas ne m'avait pas dit ces mots depuis ses 12 ans. 4 ans de silence. Et maintenant, le matin où tout s'effondrait, il les disait. J'ai reposé le téléphone avant que mes mains ne se mettent à trembler trop fort pour le tenir. À 7h45, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et Lucas était là, en uniforme scolaire, pantalon kaki et polo blanc, sac à dos sur une épaule. Il avait l'air tellement jeune, trop jeune pour être mêlé à tout ça. « Tu vas bien ?» lui ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Non. Mais je sais que c'est la bonne chose à faire. » Je l'ai serré dans mes bras. Il était plus grand que l'année dernière. Presque à ma hauteur maintenant. Je le sentais trembler. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'ai dit doucement, souviens-toi de ça. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu n'en es pas la cause. Tu n'as pas demandé à être là. Et tu es le héros de cette histoire, pas le traître. » Lucas a hoché la tête contre mon épaule. Quand il s'est dégagé, ses yeux étaient rouges, mais il ne pleurait pas. « Où tu veux que je sois ?» a-t-il demandé. « Dans le salon. Assis. Je gère le reste. » À 8h15, René est arrivé. Il n'était pas seul. La commandante Sophie Marchand est sortie du côté passager du camion de René. Elle avait la quarantaine, portait un jean et une veste sobre, rien qui crie policière. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et elle avait ce visage de quelqu'un qui a vu trop de mauvaises situations pour en être encore surpris. René nous a présentés. Sophie m'a serré la main. Poigne ferme, contact direct. « Monsieur Leclerc », a-t-elle dit, « j'ai examiné toutes les preuves que René m'a transmises. C'est le dossier de maltraitance sur personne âgée, le plus clair que j'ai vu en 15 ans. Mais j'ai besoin de m'assurer que vous comprenez. Une fois que j'entre et que je procède aux arrestations, il n'y a plus de retour en arrière. Votre fille ira en prison, son mari aussi. C'est votre dernière chance de changer d'avis. » Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai dit, « Commandante, j'ai passé 40 ans à construire des ponts. Vous savez ce qui se passe quand les fondations d'un pont sont pourries ?» Elle a légèrement penché la tête. « Le pont s'effondre, j'ai continué, et il entraîne des gens dans sa chute. Les fondations de ma famille sont pourries. Si je ne les remplace pas maintenant, tout va tomber. » Sophie m'a observé puis a hoché la tête. « Très bien, voici le plan. Je resterai dans ma voiture garée dans la rue. Quand vous serez prêts, quand ils en auront dit assez pour s'incriminer eux-mêmes, vous envoyez un SMS à René. Il me fait signe et j'entre. N'essayez pas de faire ça seul. Compris. Compris. » René a claqué la main sur mon épaule. Je serai dans la cuisine. Ils ne me verront pas, mais j'entendrai tout. S'ils essaient de partir en courant, je bloque la porte de derrière. Sophie est retournée à sa voiture. René est allé se poster dans la cuisine, hors de vue depuis le salon. J'ai vérifié l'heure. 8h50. Je suis entré dans le salon. Il était impeccable.
Je l'avais nettoyé la veille au soir, avait disposé les meubles, vérifié que tout était en ordre. Ça ressemblait moins à une maison qu'à une salle d'audience. Lucas était assis sur le canapé, les mains croisées sur les genoux fixant le sol. Je me suis assis dans le fauteuil de Marguerite, celui dans lequel elle s'installait les dimanches après-midi avec un livre et une tasse de thé. Mes mains tremblaient. J'ai essayé de les stabiliser sans y parvenir. Lucas a tendu le bras et a pris ma main dans la sienne. « Tu es tellement courageux », j'ai murmuré. « Je suis fier de toi. » Il a serré ma main et ne l'a pas lâchée. À 9 heures, la sonnette a retenti. Je me suis levé. J'ai respiré un grand coup. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai ouvert. Isabelle se tenait sur le porche, habillée d'un blazer noir et d'un pantalon tailleur, les cheveux tirés en chignon serré. Elle avait l'air soignée, professionnelle, quelqu'un sur le point de conclure une affaire. Derrière elle, Julien portait un costume gris et tenait une serviette en cuir. Il avait l'air calme, confiant. « Bonjour papa », a dit Isabelle avec entrain. « Tu es prêt ? On a le rendez-vous avec l'avocat à 9h30. Je sais que c'est tôt, mais on veut s'assurer que tout est finalisé aujourd'hui. » Julien a hoché la tête. « Bonjour Bernard. » Le mot m'a brûlé la gorge. « Entrez, j'ai dit. On doit parler. » Le sourire d'Isabelle n'a pas flanché. « Bien sûr, on parle dans la voiture. »« Non, j'ai dit. On parle ici. Maintenant. Entrez. » Quelque chose a traversé son visage. De la confusion peut-être, ou le premier bord de la suspicion. Mais elle a franchi le seuil. Julien l'a suivi. J'ai fermé la porte derrière eux et les ai conduits dans le salon. Ils ont entré et Isabelle s'est arrêtée au milieu du pas. Lucas était assis sur le canapé. « Lucas !» La voix d'Isabelle s'est durcie. « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas au lycée ?» Lucas n'a pas répondu. Il l'a juste regardé, son visage vide, ses mains toujours croisées sur les genoux. Isabelle s'est retournée vers moi, et pour la première fois, j'ai vu son masque se fissurer. Juste un peu, juste assez. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fermé la porte du salon à clé. Puis, je me suis retourné vers elle. Et quand j'ai parlé, ma voix était différente, stable, claire, sans hésitation, sans confusion. « Asseyez-vous, j'ai dit. Tous les deux. On a beaucoup de choses à se dire. » Julien a regardé Isabelle. Isabelle m'a fixé, et pour la première fois depuis 8 mois, j'ai vu une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Elle commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas. « Si vous êtes encore là, commentez un pour que je sache que vous tenez bon avec moi. Et dites-moi, à votre place, est-ce que vous pardonneriez ou laisseriez-vous la vérité éclater devant tout le monde? Ce qui se passe ensuite change tout. Et avant qu'on continue, notez bien que la suite contient des éléments dramatisés pour l'impact narratif. Certains détails sont romancés. Si ce style ne vous convient pas, c'est le moment de vous arrêter. » Isabelle et Julien se sont assis sur le canapé. Isabelle essayait encore de maintenir son sourire, mais je voyais les fissures se former. « Alors papa, » a-t-elle dit, sa voix lumineuse mais tendue, « qu'est-ce qui se passe? On va être en retard. Il n'y a pas de rendez-vous, Isabelle. » Le sourire a vacillé. « Comment ça, pas de rendez-vous? Je suis resté debout. Je voulais la hauteur. Je voulais le contrôle. Vendredi dernier, j'ai dit lentement. Je t'ai appelé pour te souhaiter un bon anniversaire. Tu t'en souviens? » Isabelle a jeté un coup d'œil à Julien puis est revenue sur moi. « Oui, je m'en souviens. Tu te souviens que j'ai mentionné avoir signé des papiers ?» Son visage a légèrement rougi. « Oui. » Je n'ai jamais raccroché, Isabelle. Le silence est tombé comme une pierre. Quand j'ai entendu toute la conversation entre toi et Julien. Julien s'est levé si vite que le coussin du canapé a bougé. « De quoi tu parles? On n'a pas... » Je l'ai coupé. Le vieux idiot a tout signé. « C'est ce que tu as dit, Isabelle. La semaine prochaine, on le met au jardin de Saône. » C'est ce que tu as dit, Julien. Le visage d'Isabelle est devenu blanc. « Papa, tu as mal compris. »« Comment ça ?» J'ai sorti de ma poche une feuille pliée. Je l'ai dépliée lentement, délibérément. C'est la transcription que René avait imprimée pour moi. Chaque mot de cette conversation, horodaté. J'ai posé le document sur la table basse. Isabelle l'a fixé comme si c'était une grenade dégoupillée. J'ai sorti du tiroir de la table d'appoint les 6 cartes de rappel de rendez-vous. Je ne les ai pas décrites. Je ne les ai pas commentées. Je les ai juste posées sur la table basse en rangées nettes, une par une. Mars, mai, juillet, septembre, octobre, novembre.
Ce sont 6 rendez-vous médicaux que tu as organisés en te faisant passer pour moi. Je ne suis jamais allé dans aucun de ces endroits. Tu as créé un faux historique médical sur 8 mois. Il ne sait plus ce qu'il dit. Il est confus. En posant la dernière carte, j'ai observé le visage d'Isabelle. Elle a arrêté de respirer. Ses mains ont commencé à trembler. Elle savait que je savais tout. Et papa, sa voix tremblait. C'était parce que quoi? Je me suis penché en avant. Parce que tu avais besoin de preuves pour convaincre un juge que j'étais incompétent. La bouche d'Isabelle s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Du canapé, Lucas a parlé. Sa voix était douce, mais elle a traversé la pièce comme une lame. Maman m'a demandé de noter chaque fois que papy semblait confus. Mais il n'a jamais été confus. Elle m'a demandé de mentir. Isabelle s'est retournée vers lui. Lucas, tu lui as... Lucas l'a regardé droit dans les yeux. Oui, parce que je l'aime. Et toi, maman? Je ne sais plus qui tu es. Le visage d'Isabelle s'est effondré. Julien s'est levé maintenant, rouge, pointant un doigt vers Lucas. Assieds-toi. Ma voix était glacée. Julien s'est figé. Je me suis retourné vers Isabelle. Dimanche après-midi, tu as amené le docteur Aubert ici. Tu lui as remis 2500 € pour qu'elle rédige une fausse évaluation. J'ai les preuves, vidéo et audio. René est sorti de la cuisine, tenant une tablette. Il a tapoté l'écran et l'a tourné vers Isabelle et Julien. La vidéo a démarré claire comme le jour. Isabelle sur le porche, l'enveloppe qui passait entre elles, le froissement du papier. La voix du docteur Aubert, lisse et transactionnelle. Bon, je peux tout à fait accélérer les formalités. Julien a explosé. Tu nous as tendu un piège. Oui, j'ai dit calmement. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé ça flotter dans l'air un moment, puis j'ai continué. Concernant cette maison, j'ai désigné le salon autour de moi, celle que tu comptais vendre pour rembourser les 699 000 € de dette de Julien. J'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Le visage d'Isabelle s'est écarquillé. J'ai cédé la nue propriété de cette maison à Lucas par acte notarié enregistré. Le bénéficiaire est ton fils. Cette maison n'est plus dans mon patrimoine saisissable. Tu n'y peux rien. Tout le corps d'Isabelle s'est affaissé. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'ôter le sol sous les pieds. Papa. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai protégé ce que j'ai construit. Je me suis assis dans le fauteuil de Marguerite en face d'eux. J'étais fatigué, tellement fatigué. Mais je n'avais pas fini. J'ai construit cette maison de mes propres mains, j'ai dit. Ta mère a choisi la couleur de chaque pièce. Je croyais que cette maison serait ton héritage. Je croyais que c'était quelque chose que tu voudrais garder, transmettre à Lucas. Mais tu ne voulais pas un héritage. Tu voulais du liquide. Isabelle pleurait maintenant. De vraies larmes, pas les fausses de dimanche. Tu ne comprends pas. Elle a hoqueté. On se noie dans les dettes. On n'avait pas le choix. Tu aurais pu me demander de l'aide. Elle m'a fixé. Tu aurais pu venir me voir et dire « Papa, on est en difficulté. On a besoin d'aide. » Je t'aurais aidé, Isabelle. J'aurais trouvé une solution. Mais tu n'as pas demandé. Tu as décidé qu'il était plus facile de m'enterrer vivant et de prendre ce que tu voulais. Son visage s'est tordu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu te souviens de l'alliance de ta mère? Isabelle a cligné des yeux déstabilisée par ce changement soudain, celle que tu m'avais empruntée l'année dernière, pour la faire estimer pour l'assurance, avais-tu dit. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. J'ai trouvé le reçu. Isabelle, tu l'as vendue. Elle n'a pas nié, elle est juste restée là, des larmes coulant sur son visage. Cette bague, j'ai dit doucement, c'est celle que j'ai offerte à ta mère il y a 40 ans. J'ai économisé 6 mois pour l'acheter. Elle l'a portée chaque jour jusqu'au jour où elle est partie. Et tu l'as vendue comme si c'était un vieux bibelot de vide-grenier. Isabelle a caché son visage dans ses mains. Julien s'est soudainement levé. Ça suffit. On s'en va. Tu ne peux rien prouver, vieux. Je l'ai regardé. Ma voix était froide, plate. Commandante Marchand. J'ai appelé. Entrez, s'il vous plaît. La porte d'entrée s'est ouverte. La commandante Sophie Marchand est entrée dans le salon, en uniforme complet, badge brillant sur la poitrine. Derrière elle, 2 autres officiers en uniforme. Le visage de Julien est devenu gris. Sophie a regardé Isabelle et Julien avec l'expression calme et professionnelle de quelqu'un qui a fait ça des milliers de fois. « Isabelle Leclerc-Moreau », a-t-elle dit. « Julien Moreau.
Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour maltraitance sur personne âgée, fraude financière, faux et usage de faux, et corruption d'un professionnel de santé. Elle a fait un pas en avant en sortant une paire de menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat commis d'office vous sera désigné. Isabelle n'a pas bougé. Elle a juste fixé les menottes comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elles étaient réelles. Julien a tenté une dernière fois. C'est insensé. On n'a pas... Retournez-vous, monsieur Moreau, les mains dans le dos. L'un des officiers s'est avancé et a passé les menottes à Julien. Le clic du verrouillage a résonné dans le silence. Sophie s'est tournée vers Isabelle. « Madame Leclerc-Q Moreau, levez-vous, s'il vous plaît. » Isabelle ne bougeait pas. Puis, lentement, elle s'est mise sur pied. Ses mains tremblaient. Sophie a sorti une paire de menottes. Le bruit métallique qu'elle a fait en les ouvrant a rempli le silence. Elle a guidé les mains d'Isabelle dans son dos. Clic. Le son du verrou qui se referme a rempli la pièce. J'ai regardé tout se dérouler. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais juste fatigué. Lucas était assis à côté de moi sur le canapé, serrant ma main si fort que ses jointures étaient blanches. « C'est fini maintenant », j'ai chuchoté. « C'est terminé. » Sophie a fait signe aux autres officiers et ils ont commencé à conduire Isabelle et Julien vers la porte. Isabelle s'est retournée une dernière fois, regardant Lucas par-dessus son épaule. « Lucas », a-t-elle dit, la voix brisée. « Mon chéri, je suis désolé. J'ai fait ça pour nous. Je reste avec papy, a dit Lucas. Tu as fait ton choix. » Isabelle a sangloté une fois, fort, mais Lucas n'a pas bougé. Il l'a juste regardée comme si elle était une étrangère. René s'est avancé et a tendu à Sophie une petite clé USB. « Tout ce dont vous avez besoin est là-dedans, a-t-il dit. La vidéo du docteur Aubert acceptant le pot de vin, l'enregistrement FaceTime, les faux dossiers médicaux, les preuves financières et 18 enregistrements audio de Lucas documentant leur conversation. » Sophie a pris la clé, l'a branchée à son ordinateur portable, a fait défiler les fichiers pendant 2 minutes, puis a levé les yeux et hoché la tête. « Monsieur Leclerc, c'est l'un des dossiers les plus solides que j'ai jamais vus. Merci de votre coopération. » Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Sophie a fait signe aux officiers et ils ont commencé à conduire Isabelle et Julien vers la porte. Julien marmonnait encore quelque chose sur des avocats, sur le fait que rien ne tiendrait, mais personne n'écoutait. Alors qu'elle guidait Isabelle vers la porte, Sophie s'est arrêtée. Isabelle s'est retournée vers moi une dernière fois. « Papa. » Sa voix était à peine audible. « Tu ne peux pas me pardonner ?» Je l'ai regardée. Cette femme qui avait été ma fille. Finalement, j'ai parlé. « Tu me demandes le pardon. Tu as essayé de m'enterrer vivant. Tu as falsifié mes dossiers médicaux. Tu as vendu l'alliance de ta mère. Tu as utilisé ton propre fils pour monter un dossier contre moi. Et maintenant, tu me demandes le pardon. » Le visage d'Isabelle s'est tordu. « Papa, je suis ta fille. »« Tu l'étais, » j'ai dit. « Maintenant, je ne sais plus qui tu es. » Elle m'a regardé un long moment. Puis Sophie l'a doucement entraînée vers la porte. Je les ai suivis dehors. 2 voitures de police étaient garées le long du trottoir. Quelques voisins s'étaient postés sur leur porche. Madame Gable d'en face. Les Perrault 2 maisons plus loin. Ils ne disaient rien, ils regardaient en juste. Un officier a ouvert la portière arrière de la première voiture et a guidé Julien à l'intérieur. Julien essayait encore de parler, mais la portière s'est refermée sur lui. Sophie a aidé Isabelle à s'installer dans la 2e voiture. Isabelle n'a plus regardé dans ma direction. Elle regardait droit devant elle, le visage vide. Les portières se sont fermées, les moteurs ont démarré. Les voitures se sont éloignées et ont disparu dans le brouillard de novembre. Je suis resté longtemps sur le porche, les regardant partir jusqu'à ce que je ne vois plus les feux arrière. Sophie s'est approchée. « Monsieur Leclerc, nous allons également procéder à l'arrestation du docteur Aubert cet après-midi. Elle perdra sa licence et encourt jusqu'à 3 ans de prison ferme. » J'ai hoché la tête. « C'est mérité. » Sophie m'a adressé un petit sourire professionnel. « Vous aurez de nos nouvelles rapidement pour la suite. Prenez soin de vous. » Elle est montée dans sa voiture et est partie. Je suis rentré. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Lucas était toujours assis sur le canapé, la tête dans les mains.
Je l'entendais pleurer, des sanglots étouffés qu'il essayait de retenir. Je me suis assis à côté de lui et j'ai passé un bras autour de ses épaules. Il s'est appuyé contre moi et je l'ai juste tenu. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. L'horloge murale égrenait les secondes. Dehors, une voiture est passée. La vie continuait. René se tenait toujours près de la fenêtre, regardant la rue. « Bernard, a-t-il dit doucement, tu as fait ce qu'il fallait. Mais tu sais qu'à partir de maintenant, tout sera différent, je sais. De quoi tu as besoin? Du temps. » René a hoché la tête. Il a ramassé sa veste sur la chaise, est venu poser une main sur mon épaule une dernière fois, puis il est parti. Lucas et moi sommes restés assis dans le silence. À 11 heures, mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Monsieur Leclerc Q. Je suis le cabinet Vidal et Associés. Nous avons été mandatés pour représenter Isabelle Morrison Leclerc Q. Nous avons été informés de son arrestation. Veuillez ne pas contacter directement notre cliente. Toute communication doit passer par notre cabinet. J'ai fixé le message un moment, puis je l'ai supprimé. J'ai reposé le téléphone sur la table basse. Lucas a levé les yeux vers moi. C'était qui? Son avocat, j'ai dit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je me suis appuyé dans le fauteuil et j'ai fermé les yeux. Ils vont se battre, j'ai dit. Et nous aussi. La bataille juridique ne faisait que commencer. À 14 heures, mon téléphone a sonné. La commandante Marchand. Monsieur Leclerc. Je voulais vous tenir informé. Isabelle est en cours d'audition. Elle reconnaît certaines charges, mais elle rejette la majorité sur Julien. Elle dit qu'il l'a forcée. J'ai fermé les yeux. Elle ment. C'était son plan à elle. J'ai entendu sa voix sur cet appel FaceTime. C'est elle qui a tout conçu. Nous le savons, a dit Sophie. Nous avons les preuves. Mais je voulais que vous soyez au courant. Elle essaie encore de nier sa responsabilité. Une pause. Puis elle a continué. Julien, en revanche, a tout avoué. Les 699 000 € de dette, le fait d'avoir convaincu Isabelle de vendre votre maison, le pot de vin au docteur Aubert. Il demande déjà un arrangement, espère 4 ans au lieu de 8, et Isabelle, elle demande à vous voir. Non, Sophie n'a pas insisté. Compris, je vous tiendrai informé si quelque chose change. Elle a raccroché. Je suis resté assis longtemps, le téléphone dans la main. À 15 heures, je suis rentré dans la maison. Lucas était toujours sur le canapé, exactement où je l'avais laissé ce matin. Il n'avait pas bougé. Il fixait le mur. « Lucas, » j'ai dit doucement. « Tu as mangé quelque chose ?» Il a secoué la tête. Je suis entré dans la cuisine et j'ai préparé un sandwich, jambon beurre, le préféré de Lucas depuis ses 6 ans. Je l'ai mis sur une assiette, j'ai pris un verre d'eau et je suis revenu. « Tu dois manger », j'ai dit en posant ça sur la table basse. « Je n'ai pas faim, je sais. » Mais mange quand même. Il a pris le sandwich et en a pris une petite bouchée, puis une autre. Je me suis assis à côté de lui. Au bout de quelques minutes, il a parlé. « Papy, avec qui je vais vivre maintenant ?» Je l'ai regardé. « Avec moi. »« Avec qui d'autre ?» Il a cligné des yeux. « Vraiment ?»« Lucas, cette maison t'appartient maintenant. Tu te souviens? Tu es le propriétaire. Je ne fais que louer. » J'ai essayé de le dire légèrement comme une blague, mais Lucas n'a pas souri. Il a juste fixé le sandwich dans ses mains. « Est-ce que je... » Sa voix s'est brisée. « Est-ce que je ne reverrai plus jamais maman ?» J'ai pris une grande inspiration. « Tu la reverras si tu le souhaites, mais pas maintenant. Ta mère doit faire face aux conséquences de ce qu'elle a fait, et toi, tu as besoin de temps pour guérir. » Lucas a hoché lentement la tête. Il n'a plus rien dit. Il a juste pris une autre bouchée du sandwich. Quand le soir est arrivé, Lucas est monté dans sa chambre. Je l'entendais bouger là-haut, ouvrir des tiroirs, les refermer, essayant de s'installer dans un espace qui était autrefois temporaire, mais qui était peut-être maintenant permanent. Je suis sorti sur la terrasse du fond et je me suis assis dans la vieille chaise en bois, celle où Marguerite s'asseyait les soirs d'été à regarder les lucioles. Le ciel au-dessus de Lyon était dégagé ce soir, des étoiles éparpillées dans le noir comme du verre brisé. J'ai pensé à Isabelle. 7 ans tirant sur ma manche pour que je lui nomme les constellations. Ça, c'est Orion, papa. Tu vois les 3 étoiles en ligne? C'est sa ceinture. 12 ans debout sur cette même terrasse avec son projet de concours scientifique. Un modèle de pont suspendu construit en bâtonnets de glace et de fil de fer. Premier prix. 20 ans, rayonnante dans sa robe de mariée, tenant mon bras pendant que je la conduisais vers l'hôtel. Quelque part entre cette petite fille
et la femme que j'avais vue passer les menottes ce matin, quelque chose s'était brisé. Est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que je l'avais poussé trop fort, attendu trop? Était-ce la faute de Marguerite? L'avions-nous trop gâtée? Lui, avions-nous donné tout ce qu'elle voulait, jusqu'à ce qu'elle pense que le monde lui devait davantage? Ou était-ce le fait d'Isabelle elle-même? Avait-elle fait des choix l'un après l'autre qui l'avaient amenée là? Je ne savais pas. Je suis resté assis longtemps à regarder les étoiles, et je me suis posé la question que j'évitais toute la journée. Est-ce que je lui pardonnerai un jour? Une voix dans ma tête, douce et posée, ressemblant beaucoup à celle de Marguerite, a répondu. Le pardon ne signifie pas oublier, Bernard, il signifie lâcher le fardeau. Mais je n'étais pas prêt à lâcher, pas encore. La blessure était trop profonde, la trahison trop fraîche, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. À 21h, mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. Monsieur Leclerc, Isabelle a obtenu une liberté sous caution. 40 000 €. Un garant l'a couverte. Julien a payé les 10% requis via sa mère. Elle est libre, mais une ordonnance de protection est en vigueur. Elle ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres de vous ou de Lucas. L'audience préliminaire est fixée au jeudi. Voulez-vous y assister? J'ai fixé le message un moment. Puis j'ai tapé « Oui, j'y serai ». Plus tard ce soir-là, je me suis allongé dans le lit à regarder le plafond. La maison était silencieuse. Lucas dormait à l'étage. La pendule de chevet égrenait doucement les secondes. Pour la première fois depuis 72 heures, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Du vide. Pas du soulagement. Pas de la victoire. Pas même de la satisfaction. Juste du vide. J'avais sauvé la maison. Je m'étais sauvé moi-même. J'avais sauvé Lucas. Mais j'avais perdu ma fille. Et je ne savais pas si je la retrouverais un jour. Ou si je le voulais. Jeudi matin 21 novembre. 10 heures. Le tribunal de grande instance de Lyon. J'entre avec René et Lucas. Le bâtiment sent le vieux bois et la cire à parquet. Nous nous asseyons au 3e rang. Devant, au banc des prévenus, Isabelle et Julien sont assis en tenue de détention orange. Ils n'ont pas encore reçu de vêtements civils. Cette audience a été programmée trop vite. Les cheveux d'Isabelle sont tirés en queue de cheval négligée. Pas de maquillage. Elle paraît 10 ans de plus que lundi. La juge Françoise Delorme entre. Elle a peut-être 55 ans, cheveux gris coupés courts, une expression qui indique qu'elle a entendu toutes les excuses du monde. Tout le monde se lève. Elle s'assoit. Nous nous asseyons. Le tribunal entend maintenant les chefs d'accusation préliminaires. Elle lit à partir d'une feuille. Isabelle Leclerc Q. Moreau. 6 chefs d'usurpation d'identité médicale. 3 chefs de faux et usage de faux. 2 chefs de maltraitance financière sur personnes âgées. Un chef de corruption d'un professionnel de santé. Un chef d'association de malfaiteurs. Peine maximale cumulée. 14 ans. Une pause. Puis, Julien Moreau. 2 chefs de maltraitance financière sur personnes âgées. Un chef d'association de malfaiteurs. Peine maximale cumulée. 9 ans. Isabelle fixe la table. La mâchoire de Julien est si crispée que je vois le muscle tressaillir. La juge lève les yeux. Monsieur Leclerc, le tribunal souhaite entendre votre déclaration de victime. Je me lève. René serre mon épaule une fois pendant que je marche vers l'avant. Il y a un microphone sur un pied. Je l'ajuste, me racle la gorge et regarde Isabelle droit dans les yeux. Je m'appelle Bernard Leclerc, j'ai 68 ans. J'ai construit la maison que ma fille a essayé de voler de mes propres mains. Je l'ai élevée avec tout ce que j'avais. L'amour, la patience, les valeurs que je croyais importantes. L'honnêteté, la bienveillance, la famille. Les épaules d'Isabelle ont commencé à trembler. Je pensais lui avoir enseigné ces choses. J'ai continué. Mais quelque part en chemin, elle a appris autre chose. Elle a appris à mentir, à manipuler, à trahir les gens qui l'aimaient. J'ai pris une inspiration. Je ne sais pas où j'ai failli. Peut-être que j'ai trop poussé, peut-être pas assez. Mais je sais ceci. Si je ne m'étais pas battu, j'aurais tout perdu. Pas seulement ma maison, ma dignité, ma liberté, mon héritage. Je me tourne vers la juge maintenant. Elle n'a pas essayé de me prendre ma propriété. Elle a essayé de m'effacer. Je demande à ce tribunal de la tenir pleinement responsable devant la loi. Je fais un pas en arrière. Mes mains tremblent, mais je les garde le long du corps. Merci, monsieur Leclerc.
dit la juge, puis elle regarde Lucas. Lucas Moreau. Le tribunal comprend que vous avez également quelque chose à dire. Lucas se lève. Il tremble. René lui pose une main dans le dos pour le stabiliser. Lucas marche jusqu'au microphone, et pendant un moment, je pense qu'il va se figer. Mais il ne le fait pas. Je m'appelle Lucas Moreau, dit-il, sa voix douce mais claire. Mes parents m'ont demandé de noter chaque fois que mon grand-père semblait confus, mais il n'a jamais été confus. Il voulait que je fabrique de fausses preuves. Ils m'ont utilisé. Il marque une pause, déglutit avec peine. J'aime mon grand-père, et je ne veux plus voir mes parents. Je regarde le visage d'Isabelle s'effondrer. Elle couvre sa bouche de sa main, mais les sanglots arrivent quand même. Des sons forts et étouffés qui résonnent dans la salle d'audience. Lucas revient à sa place. Il ne la regarde pas. L'avocat d'Isabelle se lève. C'est un commis d'office. Elle n'a plus les moyens d'un avocat privé. Il est jeune, peut-être 30 ans, et il a l'air épuisé. Votre honneur, dit-il. Ma cliente a agi sous une pression financière extrême. Son mari avait accumulé près de 700 000 € de dettes. Elle était désespérée. La juge Delorme se penche en avant, son expression froide. Le tribunal a examiné les preuves de manière exhaustive. Elle dit, sa voix plate et formelle, « Il s'agit de l'un des schémas de maltraitance sur personnes âgées les plus calculés et les plus sophistiqués que j'ai rencontrés en 20 ans sur ce siège. Les prévenus ont agi avec préméditation et un mépris total pour le bien-être de la victime. » Elle marque une pause. Isabelle Leclercq-Moreau et Julien Moreau sont renvoyés en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution jusqu'au procès. La précédente ordonnance de mise en liberté sous caution est révoquée. Le procès est fixé dans 3 mois. Isabelle se lève d'un bond. « Non, votre honneur, je vous en prie. J'ai un fils. J'ai besoin de prendre soin de mon fils. » Le regard de la juge ne s'adoucit pas. « Vous avez fait un choix lorsque vous avez décidé de tromper et d'exploiter votre père, Madame Moreau. » Officier, reconduisez les prévenus en détention. 2 officiers s'avancent. Isabelle parle encore, suppliant, mais la juge est déjà passée à autre chose. Les officiers guident Isabelle et Julien vers la porte latérale. Isabelle se retourne une dernière fois, cherchant Lucas des yeux. « Lucas. » Sa voix se brise. « Mon chéri. Maman t'aime. » Lucas détourne le visage. Elle me regarde. « Papa, je suis désolé. » Je ne réponds pas. La porte se referme derrière elle. Dehors du palais de justice, la commandante Marchand nous attend. « Monsieur Leclerc, dit-elle, je voulais vous informer que nous avons arrêté le docteur Aubert hier après-midi. » Elle a avoué avoir accepté 2 500 € d'Isabelle. Sa licence médicale a été révoquée et elle encourt jusqu'à 3 ans de prison. Elle devra également verser des dommages et intérêts à 12 autres victimes que nous avons identifiées. Je cligne des yeux. 12 autres. Sophie hoche la tête. Elle pratiquait ça depuis des années, falsifiait des évaluations médicales pour des familles cherchant à obtenir des mesures de tutelle. Vous l'avez arrêtée. Ce après-midi, Maître Vernet appelle. « Monsieur Leclerc, » il dit, « j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons récupéré 9 400 € sur le compte d'Isabelle, de l'argent qu'elle vous avait pris au cours des 6 derniers mois. Et nous avons retrouvé l'alliance de votre femme. Elle était encore chez le dépositaire de la Croix-Rousse. Elle n'avait pas encore été revendue. Je l'ai rachetée pour 2 900 €. Ma gorge se serre. Vous l'avez récupérée. Je vous l'envoie aujourd'hui, dit Maître Vernet. Merci, c'est tout ce que j'arrive à dire. Merci. Ce soir-là, je suis assis à la table de cuisine. Le petit colis est arrivé 1 heure plus tôt. Je l'ouvre soigneusement. L'alliance de Marguerite. Elle a été nettoyée, polie. Elle ressemble exactement à ce qu'elle était le jour où je l'avais glissée à son doigt, il y a 40 ans. Je la porte à l'étage et la replace dans la boîte à bijoux, juste à côté de sa photo. Je referme doucement le couvercle. « Tu es à la maison », je murmure. Mon téléphone vibre. Une notification email. Je le sors et je lis l'objet. D'Isabelle Leclercq-Moreau, maison d'arrêt de Corbas. Objet. Lis-moi s'il te plaît, papa. Le texte de prévisualisation dit « Je t'écris une lettre. Je veux tout expliquer. Lis-la s'il te plaît. » Je fixe l'écran. Mon doigt s'immobilise au-dessus du bouton d'ouverture. 1 semaine passe. Je n'ai pas ouvert l'email. René s'arrête un samedi matin.
Nous sommes assis sur la terrasse à boire du café quand il demande « Tu l'as lu ?» Je sais de quoi il parle. « Non. »« Tu vas le lire ?» Je repose ma tasse. Je ne sais pas. Si je le lis, j'ai peur de m'attendrir. Si je ne le lis pas, je passerai le reste de ma vie à me demander ce qu'il disait. René hoche lentement la tête. Sacrée décision. Oui, il ne pousse pas. C'est une des choses que j'ai toujours aimées chez René. Il sait quand parler et quand se taire. Ce week-end-là, pendant que Lucas fait ses devoirs à l'étage, je m'installe dans le salon et je sors mon téléphone. L'email est toujours là, non lu. Je l'ouvre. La lettre est longue. 3 pages, manuscrite, scannée et envoyée via le système de messagerie de la maison d'arrêt. L'écriture d'Isabelle est petite et soignée, comme si elle avait essayé de ne pas gaspiller d'espace. Je commence à lire. Cher papa, je sais que désolé ne suffit pas pour réparer ce que j'ai fait. Je sais que tu ne peux pas me pardonner. Mais j'ai besoin que tu saches ceci. Je ne suis pas parti en voulant te faire du mal. Je m'arrête. Je prends une inspiration. Je continue. Il y a 18 mois, Julien a perdu 430 000 € dans une SCI qui a coulé. On faisait face à une saisie immobilière. J'ai paniqué. J'ai pensé que si je pouvais vendre ta maison, on effacerait les dettes et je t'achèterais un appartement plus petit, plus facile à entretenir. Je me disais que je t'aidais, que tu n'avais plus besoin d'une aussi grande maison. Mais quelque part en chemin, le plan est devenu plus sombre. J'ai commencé à couper les coins, à mentir. Et le pire, c'est que j'ai commencé à croire mes propres mensonges. Je me suis convaincu que tu étais vraiment confus, que tu avais vraiment besoin d'aide, que je faisais la bonne chose. Je referme les yeux un instant, puis je continue. L'alliance. Papa, vendre l'alliance de maman est la pire chose que j'ai jamais faite. J'avais besoin d'argent vite et c'était la seule chose de valeur que j'avais sous la main. Mais chaque nuit depuis, je vois son visage dans mes rêves. Je pense qu'elle ne me pardonnera jamais, et je ne lui en veux pas. Ma gorge se serre, je m'oblige à continuer. Je suis désolé de ce que j'ai fait à Lucas. Je suis désolé de l'avoir transformé en espion contre toi. Je suis désolé de l'avoir utilisé pour construire un dossier contre toi. Je ne mérite pas d'être sa mère. Papa, je ne te demande pas de me pardonner maintenant. Je sais que je ne le mérite pas. Mais peut-être qu'un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, tu pourras me regarder et voir autre chose qu'une traître. Peut-être que tu pourras voir la fille qui t'aimait. J'accepte cette punition. Je la mérite. Mais je t'aime encore. Même si tu ne me crois pas, c'est vrai. Ta fille, Isabelle. Je repose le téléphone. Pendant longtemps, je reste juste assis là. Une partie de moi est furieuse. Elle essaie encore de se justifier. Je croyais t'aider. Quelle absurdité. Une partie de moi souffre. C'est encore ma fille. Elle a tort. Mon Dieu, qu'elle a tort. Mais c'est mon sang. Et une partie de moi est juste épuisée. J'ai 68 ans. Je suis trop vieux pour porter ce genre de colère, mais je ne suis pas encore prêt à lui pardonner. Pas encore. Je n'ai pas répondu à la lettre. Mais je ne l'ai pas effacée non plus. Je l'imprime, la plie soigneusement et la mets dans le tiroir du bas du vieux bureau de Marguerite, celui où elle gardait son journal intime. Un jour, peut-être, je serai prêt à lui pardonner. Mais pas aujourd'hui. Ce soir-là, Lucas descend. Papy, il dit doucement, « Tu as lu la lettre de maman ?» Je le regarde. « Oui. Tu veux que je la lise ?» J'y réfléchis un moment. Puis je secoue la tête. « C'est à toi de décider, Lucas. Si tu veux, je te la donne. Mais tu n'es pas obligé. » Lucas reste silencieux longtemps. Puis il dit, « Pas maintenant. Peut-être quand je serai plus grand. » J'acquiesce. C'est sage. L'honnêteté suffit. Plus tard, cette nuit-là, allongé dans le lit, je me souviens de quelque chose que Marguerite m'avait dit des années plus tôt. On avait eu une dispute avec mon frère pour quelque chose de stupide. Je ne me rappelle même plus quoi. On ne s'était pas parlé pendant 6 mois. Marguerite s'était finalement assise avec moi un soir et avait dit « Bernard, le pardon n'est pas pour l'autre personne. C'est pour toi. Porter de la colère, c'est comme porter un rocher. Ça ne leur fait pas mal. Ça t'écrase, toi. Je ne l'avais pas écouté à l'époque. Mais j'y pense maintenant. Marguerite avait raison, elle avait toujours raison. Mais le pardon prend du temps. Et le temps est la seule chose que j'ai encore. 6 semaines plus tard, mon téléphone sonne. Maître Vernet. Monsieur Leclerc. Isabelle a accepté un arrangement judiciaire. Elle a reconnu tous les chefs d'accusation en échange d'une peine réduite. 6 ans au lieu de 14. Julien a accepté 4 ans. Il n'y aura pas de procès. C'est terminé.
Je le remercie et raccroche. Je reste assis dans la pièce silencieuse. C'est terminé. La bataille juridique, la confrontation, le témoignage, l'attente, tout ça, fini. Alors pourquoi est-ce que je ne me sens pas soulagé? Je me lève et vais regarder par la fenêtre du fond. La vieille balançoire est encore là dans le jardin, le bois patiné, les chênes rouillés. Mais elle tient toujours, comme cette maison, comme moi. Je me tiens debout à la tribune d'une salle de conférence du centre de Lyon et je regarde une cinquantaine de visages, des survivants de maltraitance sur personnes âgées, des journalistes, un conseiller municipal et le conseil d'administration de la Fondation Marguerite Leclerc pour la justice des aînés. Nous sommes à mi-novembre, un an jour pour jour après l'arrestation d'Isabelle et Julien. Derrière moi sont accrochées 3 photographies. Marguerite à notre mariage, Lucas sur la vieille balançoire du jardin, René et moi en train d'examiner les preuves. Je commence. Il y a un an, ceux en qui j'avais le plus confiance ont comploté pour me prendre ma maison et ma liberté. Des milliers de personnes âgées font face chaque année à des trahisons similaires. La Fondation Marguerite Leclerc pour la justice des aînés offre une représentation juridique gratuite, un soutien d'enquête et un accompagnement psychologique aux victimes de maltraitance sur personnes âgées. Notre capital de départ, 200 000 €, provient des actifs récupérés et des dons. Chaque euro protège les membres les plus vulnérables de notre communauté. René est assis au premier rang, hochant la tête. Maître Vernet est à côté de lui avec son bloc-notes jaune. La commandante Sophie Marchand se tient près de la porte, le badge à la ceinture. Lucas, 17 ans maintenant et en terminale, est assis à côté de Sophie. Ses yeux sont plus concentrés qu'il y a un an. Il vient de déposer un dossier à l'université Lyon 3 pour des études de droit. Il m'a dit la semaine dernière « Papy, après ma licence, je veux passer chaque vacances à faire du bénévolat pour la fondation. » J'ai hoché la tête. On sera heureux de t'avoir. Isabelle n'est pas là. Elle est toujours incarcérée à la maison d'arrêt de Corbas. En un an, ses lettres sont passées des excuses à un vrai remords. Il lui reste au moins 4 ans avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Au cours de ces 12 mois, j'ai reçu 4 lettres manuscrites d'elle. Chacune présentait des excuses, expliquait, suppliait. J'ai répondu une fois, une courte carte postale. J'espère que tu vas bien. Je ne suis pas encore prêt à plus. 10 mois après son arrestation, Lucas a demandé à lui rendre visite. Je l'ai conduit à la maison d'arrêt et j'ai attendu pendant qu'il entrait pour 30 minutes. À son retour, ses yeux étaient rouges. À mi-chemin de la maison, il a dit doucement « Elle m'a demandé si je lui pardonnais. » J'ai serré son épaule. « Et qu'as-tu répondu ?» J'ai dit que j'essayais mais que j'avais besoin de plus de temps. J'ai serré son épaule. C'est honnête. L'honnêteté suffit. 6 mois après le lancement de la Fondation, 18 mois après l'arrestation d'Isabelle, j'ai effectué ma propre visite. Je me suis assis en face d'elle, le plexiglas entre nous, et j'ai pris le téléphone. Elle avait l'air plus âgée, les cheveux attachés, le teint pâle, les mains croisées. « Papa, merci d'être venu. » J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai demandé « Tu vas bien ?» Elle a secoué la tête. « Non, mais je suis en vie, et je pense à toi et à Lucas chaque jour. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je veux juste que tu saches que je le vois maintenant. » J'ai hoché lentement la tête. « J'essaie de te pardonner, Isabelle. C'est un processus. Certains jours, j'avance. D'autres jours, je suis encore en colère. Mais je refuse de porter cette colère éternellement. » Marguerite disait que le pardon n'est pas pour l'autre personne. C'est pour lâcher le rocher qu'on porte. Isabelle a essuyé ses yeux. « Lucas va bien ?» J'ai hésité. Il est fort. Il prépare ses études de droit. Il veut aider à la fondation. Son visage s'est effondré. C'est bien. Dis-lui que je suis fier de lui. Je l'ai promis. Nous avons parlé encore 10 minutes. Des petites choses. Des choses prudentes. Quand le gardien a signalé que le temps était écoulé, je me suis levé et j'ai posé ma paume contre la vitre. Elle a fait de même. Je suis parti en me sentant plus léger, pas complètement soulagé, mais moins lourd. De retour dans mon bureau, je suis assis seul à regarder une photo encadrée datant de 2015. Marguerite tenant un arrosoir dans notre jardin, le soleil dans ses cheveux. Je murmure « On l'a fait, Marguerite. On a construit quelque chose de beau. » Au cours des 12 derniers mois, la Fondation a aidé plus de 20 familles comme la mienne.
Le chiffre est modeste comparé aux milliers de victimes là-dehors. Mais pour chaque personne âgée qui garde sa maison, c'est une victoire totale. Je pense à René, qui répond à mes appels à toute heure, à Maître Vernet qui a renoncé à ses honoraires, à Sophie qui passe chaque jeudi, à Lucas qui fait ses devoirs à la table de cuisine en posant des questions réfléchies sur la justice et la miséricorde. À 69 ans, j'ai appris que la famille n'est pas seulement celle à qui on est, c'est aussi ceux qui se tiennent à tes côtés quand tout s'effondre et qui t'aident à reconstruire. Un samedi après-midi, Lucas et moi sommes assis sur la vieille balançoire dans le jardin. Les cordes craquent doucement. Il demande « Tu regrettes de l'avoir dénoncé ?» Je réfléchis un long moment, puis secoue la tête. Je regrette que ça en soit arrivé là. Je regrette les années de mensonges. Mais non, je ne regrette pas de m'être protégé. Ni de t'avoir protégé, ni cette maison, ni la vérité. L'amour ne signifie pas se laisser détruire. Parfois, il signifie dire non. Il hoche la tête et pose sa tête sur mon épaule. Je t'aime, papy. Je t'aime aussi, fiston. Le soleil se couche, peignant le ciel lyonnais en orange et violet. La fondation continuera. Isabelle purgera sa peine, et un jour peut-être nous serons assis ensemble sans vitre entre nous. Pour l'instant, j'ai ceci. Un petit-fils qui se prépare à l'université avec des rêves de justice, une équipe devenue famille, et une mission qui honore la mémoire de Marguerite. La fondation que nous avons construite est solide. La fondation que nous sommes est plus solide encore. Je vous ai raconté cette histoire de famille, non pas parce que je veux que vous admiriez la vengeance d'un vieil homme qui approche les 70 ans. Je vous la raconte parce que je veux que vous appreniez ce qu'il m'a coûté cher de comprendre. Ne faites jamais confiance aveuglément, même à votre propre enfant. J'ai signé des papiers sans les lire attentivement. J'ai fait confiance à Isabelle simplement parce qu'elle souriait et m'appelait papa. J'ai cru que l'amour familial pouvait remplacer la vigilance. Et j'avais tort. Ne faites pas comme moi. Lisez chaque document juridique avant de signer. Consultez un avocat indépendant. Protégez-vous même quand la personne en face de vous est de la famille. La leçon de cette histoire est simple. L'amour ne signifie pas abandonner ses limites. Le pardon ne signifie pas se laisser détruire. Et parfois la vraie justice n'est pas une question de vengeance. C'est une question de se lever pour protéger ce qui est juste, même quand vous devez faire face à vos propres enfants. Ma conviction profonde. Après tout, Dieu m'a donné la force de me battre quand je croyais n'avoir aucune issue. Il ne m'a pas sauvé de la tempête, mais il m'a donné des gens comme René, Maître Vernet, Sophie et Lucas, des gens qui se sont tenus à mes côtés quand tout s'effondrait. C'est le vrai miracle. Si vous êtes dans une situation similaire, si quelqu'un vous exploite à cause de votre âge, à cause de votre confiance, agissez maintenant. N'attendez pas. Enregistrez tout. Conservez les preuves. Trouvez un avocat. Appelez la police. La meilleure justice, c'est de survivre et de reprendre le contrôle de votre vie. Marguerite disait autrefois, « Le pardon, c'est lâcher le rocher que tu portes. Mais avant de le lâcher, assure-toi d'avoir fini de construire le mur qui te protège. » Mon histoire de famille m'a appris que la protection vient avant la paix. Note finale, ce contenu contient des éléments de narration dramatisés à des fins éducatives. Certains détails sont romancés, mais les leçons et les messages sont entièrement précieux. Si ce style ne vous convient pas, c'est normal. Cherchez le contenu qui correspond le mieux à vos besoins.